Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après donc ce petit week-end à Paris. Merci évidemment à tous ceux qui ont fait le déplacement, c'était un plaisir de vous rencontrer. Et on va recommencer donc sans plus tarder, comme on fait d'habitude. Je suis pas là donc je vous dis demain et jusqu'à vendredi avec pas de certitude de pouvoir assurer l'émission de vendredi. Donc on fait au moins celle de ce matin et ça risque d'être la seule de la semaine. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par le monde des cryptos qui a donc pas mal bougé entre donc la séance de vendredi et évidemment plus grand chose derrière sur le week-end. Mais le gros jour c'était vendredi, des actions ont été prises sur les différentes positions qui étaient en cours. Donc on va revoir tout ça, dans quel contexte ça s'est fait. J'aime pas trop faire la météo de la veille, mais comme j'ai pas pu vous faire d'émission vendredi et depuis, et qu'on n'a pas pu parler depuis ce gros mouvement, qui était donc un des mouvements qui était attendu dans les scénarios, on va donc revenir sur ça d'abord, et ensuite je vous ferai comme d'habitude la météo à venir, c'est-à-dire ce que je pense des poursuites à venir de ces différents mouvements. On commence sur l'Ether et pas sur le Bitcoin. On commence sur le Ripple et pas sur le Bitcoin, puisque effectivement, c'est là que la magie s'est produite vendredi dernier. Là, on peut vraiment parler de magie. Bon, alors pump, pas pump, FOMO, pas FOMO. Bon, quoi qu'il en soit, les prix sont devant nous. Et au bout d'un moment, il faut simplement donc se rendre à l'évidence. C'est très fort, ça ne peut pas se produire dans le cadre d'un crash. Dans le cadre d'un crash, normalement, on ne franchit aucune résistance. Donc, pour ma part, je vais juste m'en tenir à ce que j'ai devant les yeux, à savoir, pour moi, Ripple, le crash terminé. C'est plus possible. C'est la première des conclusions à laquelle j'arrive. Franchi des résistances daily, là on est revenu sur des niveaux de juin, même au-dessus des niveaux de juin. Bon, on n'y a clairement pas tenu, c'est-à-dire qu'ici on est venu faire acheter des imbéciles, et pour l'instant on reste dessous, mais on est revenu côté des niveaux depuis juin, chose que je vous dis on ne fait absolument pas normalement dans une structure de marché en crack. Donc voilà, première conclusion, crack terminé sur la partie Ripple. Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement acheter là maintenant les 0,56 ? Pour moi la réponse c'est clairement non. La zone des 0,70 est au-dessus, c'est-à-dire en fait le travail de cette résistance, il faut sortir du cash ici, c'est clair. Donc moi vous le savez, il y avait eu des achats de Ripple qui avaient été faits vers la zone par là, de mémoire c'était un 0,43 et ou je sais pas, je sais même plus du tout en fait. Moi je me dis ceux-là ils étaient partis en fond de portefeuille et je les avais gardés en mode bon on verra bien si ça monte un jour. Ça monte un jour, on vient chercher des zones où là pour le coup sur des scénarios de type buy and hold, il y avait des actions à faire, pas nécessairement à cause de la zone de prix, à cause du fait qu'on arrivait avec une volatilité complètement folle sur cette zone de prix. Donc arrivé ici, moi je suis désolé, mais j'ai sorti ma mise initiale, c'est-à-dire mes 500 balles que j'avais dans le Ripple ont donc été récupérées, ce qui fait que maintenant j'ai des Ripple gratos, et le reste, je n'en ai plus rien à faire. Donc ces Ripple maintenant sont là, eux, ils bougent pas. Je les toucherai plus. J'ai récupéré ma mise initiale, donc j'ai clairement pris un risque à la base en tenant ces positions alors que j'avais pas franchement les meilleurs prix d'entrée. Pour ceux qui se souviennent quand même, cette position c'était quand même un truc un peu spécial. C'est déjà d'une, j'avais été exécuté parce que j'avais mal placé mes ordres, c'est-à-dire qu'en fait en Bitstamp, je me suis fait exécuter au marché alors que je voulais exécuter un ordre en cassure de résistance. Donc en fait j'ai pris un trade que je ne voulais pas prendre, mais comme c'était un montant assez faible, j'avais dit bon c'est pas grave, je le garde. Et puis après, comme j'avais fait sauter les stops sur l'Ethereum et sur Bitcoin, j'avais pas fait comme un couillon, fait sauter mon stop sur le Ripple également, ce qui fait que en fait j'avais gardé cette position, j'avais supprimé son stop, alors que normalement elle aurait dû être stoppée à la cassure du support, normalement j'aurais dû être stoppé là sur la baisse du Ripple, ce qui n'avait pas été le cas, et je m'étais rendu compte de ça, on était déjà ici, donc autant dire que là c'était pas le moment de déclencher un stop. J'avais donc dit comme il n'y a que 500 balles, c'est pas la fin du monde, ça part en buy and hold, et voilà. Donc ce buy and hold, pour moi, là, on a fait x2 sur le prix d'entrée, c'était quand même normal d'encaisser et de récupérer ma mise initiale. Le reste, maintenant, advient ce qu'il advient. Soit c'est juste un gros pump débile et tout sera effacé pour aller plus bas, possible. Pour moi, peu probable parce que ça correspond plus du tout à une psychologie de crack. On a cassé de vraies résistances et on y installe des clôtures. C'est-à-dire on n'a pas clôturé au-dessus de celle-là, mais on a clôturé au-dessus de cette résistance et c'est déjà largement suffisant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette volatilité se poursuit ? Peu de probabilité selon moi. Qu'est-ce qui me semble avoir le plus de probabilité ? C'est ce qu'on a là, c'est-à-dire 3 sur 5. Je pense que là maintenant on a affaire à un marché qui montre sa volonté de ne plus baisser. Maintenant, est-ce qu'on est déjà prêt pour acheter ? Pour moi, je ne pense pas. Donc on est dans un marché qui typiquement, selon moi, est en train de construire une vague 1. À savoir donc, ici on forme un creux.
Et on valide ce creux par une cassure et un franchissement de résistance. Vague 1, typique, le franchissement d'une résistance dans une tendance baissière, c'est généralement le fait qu'on termine la tendance baissière et qu'on est en train de former le range qui derrière laissera éventuellement se construire et se développer une tendance haussière. Donc si tendance haussière il y a, ça c'est typiquement une typologie de vague 1. Donc c'est pas celle-là sur laquelle vous voulez mettre du levier. C'est assez rare que ce soit les vagues 1 qui soient tendancielles, ça arrive, mais c'est généralement les vagues 3, voire les vagues 5, et d'ailleurs sur les crypto-devises, on a souvent remarqué que tout comme les commodités, les structures de vagues avaient souvent plus de chances de donner des vagues 5 étendues. C'est-à-dire que c'est dans la vague 5 que tout le monde suit la tendance, que tout le monde suit comme des imbéciles, et que plus personne en fait ne lutte, ne freine dans ces tendances. Donc ça veut dire que si on n'est que dans une vague 1, il reste une vague 2 à faire, une vague 3 à faire, une vague 4, avant d'arriver à la vague 5 complètement tendancielle, complètement faux folle, là où évidemment normalement on pourra être pleinement exposé à ce marché. Donc vague 1, c'est pas là que vous voulez courir. Généralement, ces vagues sont retracées au minimum 50% et plus statistiquement parlant entre 61 et 76,4. Donc si on considère ça comme étant le sommet, pour ma part, c'est le cas, je ne vais pas aller plus loin. Dans un contexte volatile, quand vous avez une grosse mèche comme ça, à une grosse mèche, il n'y a pas de raison qu'on revienne. On peut revenir côté ça. Voilà, je pense que les 0,70, c'est le prix sur lequel moi je suis sorti, parce que je n'ai pas réussi à avoir le haut de la mèche. On va pas se le cacher. Ici, c'était tellement volatile que ça bougeait de 0,20, ça bougeait de 0,02 par tick. C'était n'importe quoi dans cette zone-là. C'était la raison d'ailleurs qui a motivé ma prise de bénéfice. Donc voilà, maintenant moi je pense que c'est par là qu'on doit retourner. Donc vous voyez, revenir chercher très probablement ces anciens supports par là, peut-être glisser en dessous et venir chercher un overlap ici à 76,4. Quoi qu'il en soit, pour moi Ripple, maintenant c'est pas vraiment intéressant puisque là on est entre les deux. La résistance est donc formée ici, donc je dirais entre la résistance chartiste et le maximum, qu'on est donc venu côté. Donc là vous prenez les clôtures et le maximum. Je pense qu'ici clairement c'est une zone pour les vendeurs. Ils tiennent bien le boulot ici et je ne vois pas de raison que ça s'arrête. Donc je dirais ici, résistance assez forte, c'est la zone dans laquelle ça cherche à vendre. Je dirais qu'ici, c'est la zone dans laquelle il faut chercher à acheter. Voilà. Minimum 61,8 et donc ici, une zone plutôt acheteuse. Donc là, entre les deux, on est où? Pile poil au milieu. Donc si vous considérez ça comme une zone de range dont on va espérer une sortie haussière, donc c'est un range dans lequel on favorise les achats, par contre on essaie d'éviter les ventes, ou alors on vend mais que vraiment dans la zone rouge. Ça veut dire quoi? Si les prix remontent là, ceux qui sont chauds, on peut tenter des ventes, ça me paraît pas inintéressant. Maintenant moi, dans un marché qui a bien craché pendant plusieurs mois, quand il termine son crash, je m'amuse pas à essayer de le jouer à l'encorrectif. Moi là maintenant, je passe dans un scénario range acheteur. Rappelez-vous le contexte. Pour moi le contexte c'est un range acheteur, c'est-à-dire c'est un range dans lequel je vais essayer d'acheter les parties support. Donc déjà, on va attendre de ne pas trader la zone neuneu. C'est-à-dire si on considère résistance, support et qu'on applique du coup une stratégie de type zone neuneu, ça vous pouvez le faire, c'est juste là, c'est pour vous montrer le truc. Ça veut dire qu'ici, on serait en plein dans la zone neuneu. On n'achète pas ici, on n'achète pas, on ne vend pas, on fait rien. Donc cette zone-là, elle est juste pas intéressante. Donc vraiment, attendez et gardez ce schéma-là visuellement et graphiquement. Dites-vous bien que voilà, là les seuls niveaux qui pour moi catalysent un intérêt quelconque se trouvent au minimum sous 0,46 et ici on pourra éventuellement chercher des supports sur la zone 0,46, 0,43 et si ça répond pas là, c'est carrément là sur les 0,36 que ça se fera et surtout évitez de me trader à l'intérieur de la zone neuneu parce que là c'est le truc à surtout pas faire. C'est là où vous allez trader là où tout le monde trade, c'est-à-dire là où les prix ne sont pas intéressants. Voilà. Donc on a parlé surtout de Ripple aujourd'hui parce que c'est ça qui a décatalysé les mouvements. Ça a permis à l'Ethereum de réaliser la cassure haussière qui était escomptée. Maintenant, on voit bien que l'amplitude et le ratio de ces cassures ne sont absolument pas au rendez-vous comme elles ont pu l'être sur Ripple. Donc Ripple a permis de casser. On est bien sorti du canal. Ça faisait partie de ce qui était anticipé. On a bien réalisé plusieurs clôtures au-dessus. Problème, dès qu'on surachète, ça achète plus. Pire que ça, on est déjà en train de faire des avalements baissiers. Donc la séance d'aujourd'hui va être importante, intéressante. J'ai pas dit je pense là qu'il est très très difficile d'anticiper quel sera le profil de la journée d'aujourd'hui. Je préférerais éviter qu'on clôture en bas, tout simplement pour montrer qu'il y a toujours une volonté acheteuse. Mais soyons quand même francs, ici, on est toujours en recherche d'un signal de momentum. Je pense clairement qu'ici, en fait, malgré la force vendeuse, on aurait dû déclencher une pattern de momentum. Ce qui fait que je considère quand même ces deux bottoms comme étant divergents. Donc je considère qu'ici, on a quand même une validation du momentum, même si l'algorithme lui-même ne la détecte pas. Voilà. Mais on voit bien que cette chandelle-là, elle a été
détectée, mais lui, il la détecte simplement comme un chandelier en surcharge, pas un chandelier survendu, et ça ne déclenche pas non plus de pattern momentum. Maintenant, je vous dis, à mon avis, c'est passé très très près. Ça aurait dû déclencher au moins une pattern de TP ici, donc ça vous fait TP au momentum avec exit sur sine wave. Pour moi, c'est largement suffisant pour passer à l'achat, raison pour lesquelles je reste toujours, jusqu'à preuve du contraire, à la recherche de scénarios acheteurs, avec en tout cas un biais légèrement positif sur l'Ethereum. Maintenant, je vous ai dit, tant qu'on ne franchit pas les résistances, il n'y a pas d'euphorie. Il n'est pas possible de s'euphoriser dans ce type de marché. Si on est en train de former un range, et si on devait former une résistance ici, la résistance restera inférieure à la précédente, ça veut dire que le schéma de baisse ici est toujours possible. Donc il faut faire attention à ne pas crier victoire trop vite sur l'Ethereum. Ça réagit comme escompté les derniers jours. On sort bien des schémas extrêmement vendeurs. Maintenant, est-ce qu'on est déjà hors des risques vendeurs? J'ai tendance à répondre non. Et ce que je vois aujourd'hui m'invite même à penser qu'on est toujours sous des risques baissiers. Donc ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Typiquement, normalement, même dans un schéma baissier, on serait dans ce cas-là dans une correction de type A, B, C. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, il faudrait terminer cette vague, qui pour moi me semble pas encore mature en termes de structure, puisque si je dois l'identifier, ici je vois bien la vague 1, la 2, la 3, on est en train de faire la 4, il resterait à faire une 5. On voit bien la zone de cassure ici, en termes de volume, et la zone où il n'y a pas de volume, on est dessus. Donc ici, on est en train de remplir et on a un maximum à venir chercher à 267. Ici, c'est là où il y a le moins de volume et je pense qu'on peut sans grand problème venir chercher cette zone de prix. Dernière vague haussière. En gros, le petit pullback de début de semaine. On va franchir le plus haut de la semaine passée et ensuite, on verra. Moi, j'aimerais bien surtout qu'on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans ce schéma de type A, B, C, et ensuite on repartirait à la baisse, ce qui voudrait dire qu'on irait faire un creux plus bas que celui-là, hein, ça c'est clair. Si ça c'est une structure consolidante, c'est qu'il reste des vagues de baisse. Maintenant, moi je vais être franc, pour moi, dans cette structure de baisse, ici on a fait une grosse vague 1. Une vraie très grosse vague 1, une vague 2 complètement à plat, une vague 3 plus courte que la vague 1, une 4 de nouveau à plat et une vague 5. Ce qui fait que pour moi, on n'est pas normalement dans un schéma baissier, mais dans un schéma haussier. Ce qui veut dire qu'ici, normalement, si moi je ne me suis pas trompé, on ne doit pas rentrer dans cette vague-là, et si on y rentre, on ne doit pas y rentrer très très loin, et normalement on doit trouver une nouvelle vague de hausse. C'est-à-dire qu'en fait, ici on doit avoir un schéma non pas A, B, C, mais un schéma 1, 2, 3, 4, et 5. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir, et que notre vague 5 nous fasse, donc dans ce cas-là, vous avez compris, comme le Ripple, un bon gros FOMO, et qu'on se redirige gentiment avec cette vague-là vers la zone d'origine de nos vagues baissières, c'est-à-dire là, ici, le point de la vague 2 précédente. Donc voilà ce que j'aimerais voir maintenant sur Ethereum. Attention, il y a aussi, et comme toujours, je vous dis, un scénario de type invalidant. Si ici, on est simplement dans de l'ABC, je pense qu'à terme, si on se redirige vers ce support, tout invite à penser qu'on ira plus bas. Maintenant, est-ce qu'il faut sortir ces buy and hold? La réponse est non, clairement pas. Ces risques-là, je vous ai dit, il fait partie de votre gestion du risque, puisque dans un buy and hold, vous êtes là tant que le prix ne reste pas à zéro. Il peut même y passer à zéro, on s'en fout. Ce que vous détenez, c'est des Ethers. Il n'y a pas de stop. Vous n'êtes pas sur du CFD, vous détenez réellement des Ethers. Ces Ethers n'ont de valeur que celles que vous accepterez de revendre. Si à zéro, on y passe, mais que vous ne revendez pas, vous avez toujours des Ethers. Alors, ils valent peut-être zéro pendant 15, 20, 30 secondes, 10 minutes, 2 heures, 15... je ne sais pas. Pendant le temps qu'on pourrait passer sur la valeur zéro, si derrière, cette valeur remonte et va sur les targets qu'on a escomptés, qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'on soit passé par la valeur zéro? C'est juste là, vous avez acheté un truc qui vaudra peut-être que dalle, peut-être très cher. C'est ça, la stratégie buy and hold. On espère que ça va se passer très cher. Si s'il se trouve qu'à la fin, ça ne vaut que dalle, vous les revendrez peut-être un jour, mais en attendant, il ne faudra pas stresser. Même si on devait passer une semaine à $30, $20, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, c'est buy and hold. Je ne les revendrai pas à $30, c'est hors de question. Je préfère qu'ils aillent à zéro. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, on attend. Pour moi, c'est vraiment la stratégie du moment, c'est d'attendre, et je veux savoir comment donc se construit cette structure de marché. Ce pullback là en début de semaine me surprend, mais absolument pas. Je veux dire, ici, il n'y a pas de structure acheteuse, on est bien dans un cycle haussier, et on voit bien qu'on n'arrive pas à trouver un consensus cycle momentum. Donc, il me semblait quand même assez logique qu'on ait un peu de volatilité baissière en début de semaine, venir chercher ce support, cet overlap vague 1. Moi, dans ce schéma-là, il me semble qu'il reste déjà encore une vague de hausse au sein de cette impulsion-là. Et attention, dans une vague comme ça, on peut très bien être dans le cas d'une vague 3 étendue qui aura une sous-vague 5 étendue, c'est-à-dire qu'on peut très bien maintenant avoir l'Ether qui fait ça, et qui va pumper, et dans ce cas-là, ce sera la vague 3 qui sera étendue, et derrière, on fera une petite 4-5 pour terminer là-haut.
Okay, ça, c'est tout à fait possible. La structure de vague haussière, je ne la connais pas. D'accord ? Tout ce que je vois ici, c'est qu'au sein d'une vague 3, il y a un sous-décompte assez visible et qu'il nous reste 4-5 à faire. Voilà. Et que après ce 4-5, soit on sera sur un point C qui redonnera une baisse, soit on sera simplement à la fin d'une vague 3, à laquelle suivra 4 et 5, qui sera donc une nouvelle vague haussière. Si on a ce schéma-là, clairement, même chose que le Ripple, on sera dans un marché qui aura juste dit crack, terminé, fini. Mais ça restera une vague 1, ce qui veut dire que revenir ici sur les terres, je ferai exactement la même action qui a été faite sur Ripple, à savoir prendre du cash. Pour moi, on est dans une vague 1. Donc mon buy and hold, je vais juste retirer mon cash, attendre que ça consolide en vague 2, je refous mon cash derrière, et après on partira sur des vagues un petit peu plus haussières. Mais il me semble que les 500 $, si on y va, on va probablement les franchir, tout comme on les a franchis sur le Ripple. Maintenant, je pense que ces franchissements resteront assez marginaux. C'est-à-dire que, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que le Ripple nous a donné, entre guillemets, la version graphique de ce qui est possible. C'est la première à avoir pumpé, ce qui fait que ce sera probablement la plus impulsive dans le schéma, où elle a quand même réussi à faire x2 en même pas 2 jours. Donc c'est quand même un peu fort. Maintenant, je pense que ce sera la structure la plus forte qu'on aura. Les autres auront des structures comparables, mais un petit peu moins rapides. Alors, dans l'idée que je m'en fais, parce que généralement c'est comme ça. Donc là, on a entre guillemets comment j'appellerais ça, on a la jurisprudence. Voilà, on a la jurisprudence de comment un marché crypto en 2018 peut se reprendre de manière extrêmement brutale et passer donc d'un schéma baissier, d'un schéma de crack, à un schéma neutre haussier. Puisque attention, je maintiens bien, ici pour moi on n'est pas dans un schéma haussier, on est dans un schéma neutre haussier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être agressivement acheteur, il faut être buy and hold ou jouer des ranges, c'est-à-dire être acheteur spéculatif de court terme. Et dans ce cas-là, on achète, puis quand on arrive sur les hauts de range, on vend. Voilà. Moi, je prends le choix de ne pas jouer les scénarios de vente. Par contre, dans les zones vendeuses, j'encaisserai des bénéfices acheteurs pour racheter derrière les pullbacks sur les zones acheteuses. Donc voilà, quoi qu'il en soit, schéma toujours pour moi vague 1, qu'elle soit impulsive, qu'elle se fasse en 2 jours, qu'elle se fasse en 2 ou 3 semaines, peu importe, je pense que derrière les vagues 2 seront très lentes. C'est-à-dire qu'on risque de passer bien plus de temps à consolider et à revenir vers les supports que le temps qu'on mettra à faire éventuellement ces pumps. Donc déjà, il va falloir voir la structure sur l'Ethereum, confirmer le support par le franchissement d'une résistance, sans franchir et sans revenir tester le support. Donc on va voir les niveaux d'invalidation en 2 heures, mais voilà entre guillemets l'objectif que j'attends. Tout comme, je pense, Ripple a franchi sans aucun problème sa zone de résistance, je pense que l'Ethereum pourra faire la même chose et revenir chercher des niveaux comparables à ce qu'on traitait en juin. C'est-à-dire que comme là, il y avait l'euphorie Ripple et la rapidité du mouvement, il y a eu un petit peu plus de FOMO qu'on en aura probablement sur des autres cryptos comme l'Ethereum ou Bitcoin. Donc un peu moins de FOMO me laisse à penser qu'on ne cassera pas les niveaux de juin, par contre sur l'Ethereum. Venir les chercher, pourquoi pas ? C'est-à-dire, je dirais, venir chercher et côtoyer rapidement cette zone-là, voilà, la zone au-dessus de cette résistance-là. Je dirais que celle-là va sauter, donc je dirais un 560 $. Par là, c'est clairement ici qu'il faudra s'amuser à chercher une zone vendeuse. Donc le même exercice que celui qu'on a fait sur Ripple, pour moi, ça donne ça. C'est-à-dire que c'est ici que se trouvera une zone résistante. Maintenant, la différence, c'est que Ripple a déjà testé sa zone résistante, donc lui, on sait jusqu'où il a réussi à aller au plus haut. Là, on va spéculer sur là où on pourrait aller, ce qui est différent. Ce n'est pas le même exercice qu'on est en train de faire là. Voilà. Moi, je pense que c'est par là que ça se passe, que c'est ici qu'on aura la zone résistante, et que pour moi, la zone support se trouve ici, c'est-à-dire ce bottom-là. Je pense qu'on n'ira pas plus bas. Et que si ici on a bien matérialisé notre bottom, attention, je suis obligé là de faire une extrapolation du fait que ici on est déjà dans un schéma haussier. Si on n'est pas dans ce type de schéma haussier, malheureusement on ira plus bas, ce qui fait que la zone d'achat elle se situera plus bas. Pour l'instant, moi je pense qu'elle est là. Toutes les raisons m'invitent à penser que, puisqu'on a bien la divergence clairement visible sur les momentum, on est bien dans des structures exit, elles sont propres. Maintenant par contre, je veux voir des franchissements de résistance pour les confirmer. Donc si on est dans ce schéma-là et qu'on applique le même schéma que sur notre ami le Ripple, voilà ce qu'on a. Dans cette zone-là, on cherchera à vendre. Sous cette zone-là, on cherchera à acheter. Là-dedans, il ne faudra surtout rien faire. Ce qui veut dire que normalement, c'est ici, si je ne me plante pas, qu'on passera le plus clair de notre temps. C'est-à-dire que dans la structure de consolidation, si on vient là, ça va rejeter très vite dans la zone de nœud. Ici, tous les imbéciles vont trader, achat-vente, 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 faire n'importe quoi. Ici, on pourra avoir un pic
de prix très intéressants, mais ici, attendez-vous en termes de structure de prix, au lieu d'avoir une vague comme ça, c'est très peu de temps ici, beaucoup de temps là-dedans, à faire les couillons. Voilà, ici tout le monde achète, vend, hop, un petit pic très intéressant, et ensuite, j'espère, une vague 3. Okay, donc dans le schéma, s'attendre à beaucoup de bruit, et surtout par pitié, ne vous amusez pas à trader à l'intérieur de ce truc-là. À partir de maintenant, et tant que moi je ne change pas mon scénario, je me tiendrai à ces règles, à savoir je n'achète rien tant qu'on n'est pas sous 279, on va dire sous 300 dollars sur les terres, et je ne prends pas de profit tant qu'on n'est pas au-dessus de 520. Vous savez tout. Maintenant, arrivé à 520, je chercherai des signaux vendeurs en 2 heures pour récupérer mon cash, c'est-à-dire le montant initial de mon investissement, 7500 €. Je récupère ce montant, le reste c'est ce que j'appelle des Ethers gratos, et je me servirai bien évidemment de ces 7500 € pour racheter, si on vient faire mumuse, dans la zone bleue, c'est-à-dire j'ai acheté par là, j'ai un prix de revient moyen ici, je vais me retirer avec probablement une vingtaine d'Ethers gratos à la fin, et je m'amuserai allègrement à en reprendre une bonne vingtaine ou une trentaine en bas, avec le même montant initial, seulement j'aurai déjà 20 Ethers gratos avant, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir 20, j'en aurai au moins une cinquantaine, qui me permettront de profiter sans problème des vagues qui pourront derrière refranchir d'autres résistances, je l'espère. Ok, donc ça, comme d'habitude, c'est pour essayer de faire c'est la projection que je fais de ces marchés-là. Maintenant, attention, toujours pareil, la projection, ça permet d'essayer de voir et de mettre en place une structure de pensée rationnelle pour ne pas être en réactivité par rapport au mouvement de prix. Vous savez par contre que la projection, généralement, ça ne se produit pas comme ça. C'est assez rare que vous arriviez à choper exactement le mouvement de marché tel qu'il se produira réellement sur les prix. Donc là, c'est une projection mentale, c'est tout simplement là pour m'éviter de faire des conneries et tout simplement de ne pas changer quoi que ce soit au scénario tant que les prix restent dans ce cadre-là avec une certaine marge d'erreur. Tant que voilà, on reste dans ce schéma-là, tout me va. Quelle est donc la marge d'erreur ? Déjà, d'une, il va falloir éviter de casser des supports. C'est-à-dire que si on va casser ça, si on rebascule sous 1,195, pour moi, c'est juste bear. Mais là, je pense que ce n'est pas le cas. Donc, je veux voir le marché là se reprendre en début de semaine. Quelles étaient les conditions la semaine passée ? Je vous rappelle qu'en hebdomadaire, je vous ai dit, je veux absolument qu'on casse le plus haut de la semaine passée. C'est obligatoire et je veux qu'on clôture en haut. Bon, pour l'instant, on a maintenu ça, c'est pas mal. Maintenant, j'aurais aimé qu'on aille bien plus haut que ça et qu'on vienne chercher les 280. Malgré le catalyseur Ripple qui a été très émotionnel, on voit que l'Ethereum manque quand même encore de structure d'investissement. Mais ça doit vous sauter aux yeux. J'espère quand même qu'il y en a qu'entre vous qui viennent de le voir. Le momentum vient de passer à l'achat. Alors le problème, c'est qu'en hebdo, on manque clairement, là aussi, d'historique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patterns qui ont besoin de beaucoup d'historique et qui n'ont pas pu être recherchés ici. Mais là, on a des patterns qui se contentent de ce peu d'historique ici et qui arrivent à déclencher. C'est-à-dire qu'en hebdo, on a au moins un momentum haussier. Là, on ne peut même pas avoir de cycle parce que la side wave, il n'a clairement pas assez de bougies pour faire quoi que ce soit. Mais on a quelque chose d'intéressant. Ce momentum acheteur, c'est cool. Maintenant, il va falloir que les prix suivent. Avoir un momentum acheteur ne veut pas dire que les prix montent. Ça veut dire que les prix peuvent monter parce qu'il y a un appétit acheteur. Donc maintenant, cet appétit acheteur, je veux le voir se mettre en place. C'est-à-dire que cette semaine, ce petit pullback là, ok. Il peut venir chercher la mèche de la semaine passée, ce qu'on est en train de faire, 228, 230. Maintenant, ici, je veux que ça achète. Je veux qu'on reste pas trop longtemps dans cette zone-là et surtout qu'on aille très rapidement casser le plus haut de la semaine passée. Donc aujourd'hui, et on va dire jusqu'à échéance dimanche prochain, c'est ça l'enjeu de la semaine, c'est-à-dire on revient en daily, il faut absolument venir casser ça, d'accord, repasser au-dessus, même marginalement. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit dans le schéma. Dans ce cas-là, ça aurait tendance à soutenir pour moi le schéma du 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, qui pourrait s'arrêter là ou partir en vague 5 étendue, mais dans ce cas-là, simplement une vague 3. Et ce que je veux voir derrière, c'est un marché qui tiendra le support qu'on est en train éventuellement de constituer en ce début de semaine. D'accord ? J'aimerais qu'on tienne ce truc-là, et si on bascule dessous, que ça reste très marginal. J'aimerais derrière, dans le cas de cette vague 4, d'accord ? Ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, vague 3. Vague 4 qui vient généralement rechercher le domaine de la sous 4. Et donc, j'espère derrière une vague 5. Donc, au courant de la semaine, j'aimerais qu'on arrive ensuite à passer au-dessus de ce qu'on pourrait faire ici. C'est-à-dire marquer la cassure de résistance en début de semaine assez vite. Une fois que ça c'est fait, derrière, rester très patient et attendre qu'on revienne chercher ce niveau plus tard dans la semaine pour le casser. Et là, derrière, je pense que c'est ici qu'on peut avoir, pour une raison X ou Y, un catalyseur, quoi que ce soit. À ce stade-là, le marché sera très fébrile dans le camp vendeur. Il suffira d'une toute petite news pour faire exploser tout ce merdier au nord. Voilà le schéma que j'attends.
Maintenant, si évidemment on ne respecte pas, pire que ça, si on se dirige et qu'on s'enfonce très profondément dans cette vague-là et qu'on arrive même à casser ce support-là, pour moi, c'est game over. Et on ira dans ce cas-là chercher toujours des extensions plus baissières. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de schéma de baisse ici pour me projeter, ce qui fait que si on est dans le cadre d'un scénario vendeur, je ne fais rien. Je n'aurai donc pas de cadre technique. Il sera donc impossible de trader quelconque signal, ce qui veut donc dire que comme je suis en buy and hold, je suis en buy and hold, donc je m'en fous qu'on ne soit pas dans le cadre de mon scénario. De toute façon, je laisse le champ des possibles le plus ouvert au marché, c'est-à-dire que je l'autorise à faire ce qu'il veut. Je veux juste qu'il fasse ce que moi j'aimerais, c'est-à-dire monter, mais s'il baisse, je lui laisse tout libre cours de baisser, tout simplement. En gros, je suis là à accepter toutes les possibilités. Tout ce que je veux, c'est qu'un jour ou l'autre, ça remonte. C'est pour ça qu'on prend un buy and hold. C'est face à la plus grande incertitude. On décide quand même de générer un positionnement spéculatif, mais on laisse au libre cours au marché de faire absolument tout ce qu'il veut pour y arriver. Voilà, allez, d'un point de vue Bitcoin, parce qu'on va quand même le regarder, hein, donc là, Bitcoin, pareil, toujours pas de consensus qui arrive à s'installer, on n'a pas de double signal bullish, mais par contre, on voit que Sine Wave, sur un horizon de temps daily, nous détecte des patterns acheteuses. C'est la deuxième, d'accord, et cette fois, et c'est très important, celle-là se produit au-dessus des précédentes. Donc, d'un point de vue technique, le problème, c'est que direct, c'est momentum bearish. Donc c'est momentum bearish contre cycle haussier. Autrement dit, toujours pas la possibilité de trouver un quelconque consensus ici. Par contre, rappelez-vous ce que je vous ai dit de surveiller la semaine dernière. Là, les bandes de Bollinger commencent à atteindre sérieusement une contraction assez intéressante. Alors j'aimerais que ça dure quand même un peu plus que ça. Mais sur le Bitcoin, on commence à atteindre des zones de contraction du momentum assez intéressantes qui commencent à devenir compatible avec une traversée du désert. Donc attention, je nécessite franchement ici un petit peu plus d'attente, à savoir, comme là la tension est palpable, on voit bien que la volatilité est toujours là, par exemple sur le Ripple, par contre elle s'est exprimée à la hausse sur le Ripple, c'est ça qui est très important, mais ça montre qu'il y a quand même de la volatilité, donc attention à pas non plus... on voit que cette volatilité par contre ne touche que très peu le Bitcoin. Donc bonne nouvelle. Mais en attendant, attention, ça veut dire que la volatilité peut quand même frapper à n'importe quel moment. Donc, générer pour l'instant un buy and hold tout de suite sur un schéma de traversée du désert me semble toujours un peu prématuré sur le Bitcoin. Par contre, ce qui est certain, moi, c'est que Bitcoin franchit une résistance, j'y vais. Hein. Là, il n'y a aucun risque là-dessus. Bitcoin franchit sa résistance des 7004. Moi, franchement, je vais y aller. Pas avec tout mon compte, parce que il y a quand même une probabilité qu'on vienne juste faire Mumus ici, faire FOMO tous les imbéciles pour aller casser au sud, mais il est certain qu'ici, je recommencerai à passer éventuellement acheteur de Bitcoin. Selon le contexte, hein, évidemment, si on arrive ici, je veux bien, il faudra obligatoirement qu'en 2 heures, il y ait des structures de breakout haussier. Voilà, il ne faut pas que ça ait l'air d'un range, il faut vraiment que ça ait l'air d'un marché haussier, et dans ce cas-là, je suivrai sans la moindre hésitation, puisqu'on est dans quelque chose de compatible avec ce que j'attends comme étant une traversée du désert. Maintenant, j'aimerais que ça dure un petit peu plus longtemps. Si on peut se maintenir dans cette zone-là encore 1 à 2 semaines, franchement, j'hésiterai pas à mettre un petit billet Bitcoin, tout simplement pour appliquer les stratégies dont je vous parle. Hein. Je ne fais pas partie de ceux qui donnent la météo, mais qui restent bien gentiment chez eux derrière. Non, hein, je m'expose à cette météo derrière, et bien évidemment, je trade les scénarios dont je vous parle. Je ne suis pas là juste pour vous faire... Je déteste l'analysme. Non, voilà, moi je trade, et je vous explique juste ce que je trade, pourquoi et comment. Donc voilà, pour la partie crypto, c'est terminé. Je sais qu'elle est longue ce matin, mais on avait beaucoup de choses à dire, surtout beaucoup de choses à rattraper, à recadrer, pour éviter que certains d'entre vous soient dans des contextes qui ne sont pas bons. Donc faites attention, les contextes sont... Dans le meilleur des cas, on passe de structures de baisse, c'est-à-dire de structures crachantes, à des structures de range haussier, dans le meilleur des cas sur Ripple, ce qui veut dire que c'est ce qu'on peut espérer de mieux également sur les autres marchés, à savoir Ethereum et Bitcoin. Dans le meilleur des cas, ce sera range acheteur. Dans le pire des cas, il y a toujours de la volatilité baissière à faire sur ces marchés, ou tout simplement rien du tout et traverser des déserts. On bouge de là, on va sur les marchés classiques. Je jette un petit coup d'œil rapidos à voir ce dont on va parler. Donc on va parler de General Electric, ce qui fait évidemment ce que j'attends. Donc on va chercher la dernière vague sur le General Electric. Donc on va aller mettre nos extensions pour définir plus précisément la zone d'achat. Tesla, ça ne bouge pas, donc il va falloir sortir. Apple, on va aller regarder Apple. Donc aujourd'hui, on a Apple, Amazon à aller regarder, General Electric, Tesla, on regardera.
on ira faire Mumuse, toujours pareil, hein, côté AUDNZD, on ira regarder les paires en dollars, on regardera où se situe le yen, où se situe l'euro et le GBP qui remonte en début de semaine. Ça c'est cool, mais on va voir dans quelle mesure, puisqu'ils se sont quand même pris une belle tartasse vendredi. On va parler de ça, hein, évidemment. Donc GBP, là de toute façon on va regarder les paires classiques, hein, celles qu'on regarde tout le temps. On ira faire mumuse sur le gold qui n'arrive toujours pas à se maintenir au-dessus des 1002. On y revient à chaque fois. On va parler US Oil puisque là ça bouge beaucoup. Donc on va voir si je dois invalider mes ventes sur l'US Oil. On va regarder les taux à 10 ans allemands qui sont en franchissement de résistance, je l'espère, dans les prochaines semaines. Le VIX qui a bien réagi sur la zone d'achat escomptée. On est donc bien venu chercher la zone des 11,3 et ça monte ce matin. Donc je pense qu'il faut être vendeur d'indices. On va aller voir ce que ça donne sur les indices. Ça vend, donc c'est bien. Je pense qu'il faut être vendeur d'indices. Donc on va aller regarder. Hein, c'est très 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 intéressant ça par rapport aux structures de nos valeurs ici. Hein, si les indices passent vendeurs et que Apple s'amuse à casser des supports, vous savez ce qui les attend derrière. Donc je pense que ça va être intéressant là de jouer évidemment un petit positionnement spéculatif sur ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher ce qui pourrait sous-pondérer les indices dans une phase de baisse. Et je pense très clairement que les plus gros candidats sont nos amis Apple, Nvidia, qu'on va aller regarder, les grands classiques, hein, je pense que les grands classiques là c'est ce qu'il va falloir taper cette semaine à la vente pour essayer de jouer tout simplement des phases de stress sur le marché. Donc j'ai raté hein, moi l'achat ici très clairement parce que vendredi j'avais autre chose à foutre que de trader, mais voilà. C'était dans les scénarios, donc j'ai pas pris l'achat de volatilité, on est déjà à 12,5, donc il est hors de question que je m'amuse à faire ça maintenant. Mais bon voilà, c'était encore une fois un scénario annoncé. Si vous l'avez pris, soyez bien content de vos achats. Je pense que la volatilité peut maintenant tirer jusqu'à la zone des 16. L'objectif c'est de récupérer un gain dès qu'on a franchi la résistance des 15,6. Donc là il faut viser un peu au-dessus de 15,6, mais pas nécessairement une fin du monde. En tout cas ici il faut gérer son risque. Si vous voulez garder l'achat de volatilité, je peux le comprendre. Le problème, c'est que l'expiration de ce contrat se fait le 8 octobre. Donc j'ai l'impression que d'ici le 8 octobre, on aura des pullbacks sur la volate et qu'on aura donc la possibilité de racheter des contrats de volatilité. Donc le problème, c'est comme il y a ces échéances mensuelles, moi je vous inviterai à ne pas laisser trop traîner ces contrats-là. Si ça vient chercher la zone des 16, prenez au moins 75% des contrats. Laissez 25% si vous avez peur qu'on parte déjà dans des structures de crash complète. C'est pas impossible, mais j'ai tendance à penser que non, et que malheureusement les indices iront un peu plus haut derrière, c'est-à-dire que selon la structure de volatilité que j'ai en face de moi, face à notre ami le S&P 500, j'ai tendance à penser qu'ici on est simplement en train de préparer des sous-vagues 4, c'est-à-dire qu'ici on risque de se prendre à une patate en début de semaine, aller casser un petit support ici, sans aller nécessairement très très loin, mais j'ai tendance à penser qu'on va se faire un petit 38% de retracement, c'est-à-dire un petit pullback de 3-4%, de 2-3%, par exemple, normalement ça fait vraiment pas grand-chose hein, si je ne m'abuse, voilà, 2,5% de baisse, 3 depuis le sommet, quoi, voilà, 3% de baisse depuis le sommet, donc simplement voilà, typiquement un pullback de vague 4, on va dire possiblement même que ça s'arrête là, hein, dans ce cas-là on n'aurait que même pas 1,5% à faire. Mais je m'attends toujours voilà, à des structures de baisse. On voit bien que là, côté tendanciel, ça se freine très grave. On a de moins en moins de signaux acheteurs. Par contre, on commence à avoir des signaux vendeurs assez nets, assez clairs. Ça ne trouve toujours pas un vrai consensus vendeur. Hein, c'est-à-dire qu'on est bien clair, il n'y a pas de double signal vendeur ici. Mais il me semble que les indices ont une propension là à corriger, tout simplement parce que je vois bien le schéma là, hein, 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien les vagues, hein, ABC, 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 ABC. C'est terminé. Hein. Pour moi, ça c'est une ending diagonale. Ici, on vient de terminer la 3. Maintenant, il me semble qu'ici, on s'attendra à un pullback de 4 qui revient dans le domaine de la sous 4. Donc ici ou là, hein, soit celui-là, soit le 23,6, soit là, on vient casser. Moi, vous le prenez comme vous voulez, mais je pense sans problème que c'est ça qui nous attend, donc un pullback vague 4. J'aimerais qu'on casse ce support pour qu'elle soit bien visible, la vague 4, et qu'on revienne chercher tout simplement un support ici. On va se mettre en daily parce que là, ça commence à devenir crado si je dézoome autant. Hein, on va tracer les bons vieux canaux, c'est-à-dire que si vous prenez le sommet ici, le plus haut de votre 1, le plus haut de la 5, hop,
Voilà, vous amusez à tracer votre support là. Vous voyez, je m'attends à ce qu'on vienne. Hop, on vient ici, bas de canal, ça achète très vite et on revient chercher une nouvelle fois les zones de vente, les vraies bonnes, les vraies grosses, celles qui m'intéressent pour faire du fucking big short. Donc pour l'instant, je dirais patience. J'ai pas l'impression que l'effondrement soit pour tout de suite sur les marchés actions. Je pense tout simplement que ces enfoncements au sommet historique sur le Dow Jones et tout ça indiquent à penser qu'une poursuite de ces mouvements est à venir dans les prochains jours. Maintenant, pullback d'abord, ça me semble quand même assez sensible sur ce que je vois sur la volatilité. Tout simplement, ceux qui ont joué les phases d'achat encaissent des gains pour racheter sur les supports, mais je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à passer vendeur à découvert. Et moi, c'est ça que je recherche, le moment où le marché va complètement se dépolariser, à savoir, on va passer d'un marché qui, buy the dip sans trop de confiance, à un marché qui va complètement se faire racler tous les stops d'un coup et qui va passer de mode buy the dip à un mode panique, à un mode immédiat vente à découvert. J'attends ce moment où le marché va se repolariser et devenir beaucoup plus agressivement vendeur et vraiment passer d'achat à vente. Ce moment où on va pas... En fait, la phase de neutralisation pour moi sur les indices va être très rapide. C'est-à-dire qu'elle va se faire par un mouvement extrêmement brutal à la baisse qui va déclencher tous les stops. Et ici, tout le monde va passer d'une psychologie acheteuse à une psychologie vendeuse qui sera oh putain bordel de merde, ici on s'est fait déclencher tous les stops spéculatifs, mais le problème c'est que dans le portefeuille il reste tout le suivi de tendance, c'est-à-dire tout le portefeuille à faible risque où tous les clients vont dire oh putain merde je veux mon argent, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir anticiper ça. Il va falloir sortir du cash dès qu'on va faire des pullbacks sur résistance, ce qui fait que malheureusement on va passer de buy the dip à sell the top. Et ça, quand on passe de cette psychologie-là, de cette psychologie à l'autre très rapidement, généralement, c'est là où on switch vers un bear market. Et c'est ce que j'attends donc pour ma part. Maintenant, je vais chercher des signaux, des pré-signaux de cette structure de prix en ce début de semaine. Et j'attends donc, j'espère, une semaine plutôt baissière à Wall Street. On va dire entre cette semaine et la semaine prochaine, mais guère plus que ça, puisque là, on voit bien qu'on installe un joli momentum vendeur à la suite d'un momentum suracheté. Il y a quand même ici, hop, une petite pattern sur achat. Regardez dans la loupe, là, on voit bien le point rouge. C'est notre sommet. On l'avale directement à la baisse dès ce lundi matin, qui déclenche une structure exit, c'est-à-dire que pire que le surachat, c'est carrément de l'exit. Exit dans un breakout haussier, c'est bien évidemment ce que je vous avais dit. Nous ne sommes pas dans des marchés haussiers, mais bien dans des marchés en range. Le problème, c'est que la target de ce range, elle peut aller jusqu'à 3012, ce qui veut dire que là, si vous vendez Wall Street, le stop doit se trouver au-dessus de ça. C'est-à-dire que là, vous devez risquer un stop de 3-4%, je pense que c'est le minimum. Donc 4% de stop, où il ne faut clairement pas risquer plus de 2% de capital sur ce truc-là, ce qui veut dire que le maxi que vous pouvez espérer, c'est un levier 2,5, et c'est surtout que quand vous voyez l'objectif de gain derrière, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus bandant. Donc si vous voulez le prendre, prenez ces ventes. Moi, j'ai rien contre ça. Je pense que c'est probablement ça le scénario de la semaine, des ventes. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas les faire sur les indices. C'est-à-dire, je pense qu'il faut chercher les éléments qui vont sous-pondérer les indices dans cette phase de baisse. Et j'ai tendance à penser que notre ami le Nasdaq, si vous voulez faire de l'indiciel, c'est lui qui va être très intéressant. Parce que, à mon avis, notre papa Nasdaq, lui, ce qu'il attend, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, lui, je pense que là où le S&P 500 peut très bien se faire une baisse de 3,5% par rapport à son sommet, j'ai l'impression que notre papa, le Nasdaq, lui, peut se péter un bon moins 20, moins 30, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est probablement chez lui que les pondérations les plus dangereuses se trouvent. Donc, on va essayer de chercher qui, parmi les composants du Nasdaq, peuvent être les plus mal lotis en ce début de semaine. Et j'ai toutes les raisons de penser que notre ami Apple sera la première en première ligne. Donc Tesla, je suis toujours vendeur et du coup je vais le rester. Mais je vous rappelle que des profits ont déjà été encaissés là-dessus, donc c'est pas un trade qui pourra procurer une perte. Mais quand je vois comment Apple a terminé sa semaine, je vous le montre en hebdomadaire, il va falloir se rattraper très fort ce lundi matin. Et le problème, c'est que si Apple ne trouve pas de cash, si les indices switchent dans un biais vendeur, c'est-à-dire on n'achète pas ce support-là, on attendra le suivant, malheureusement sur Apple, le support suivant, il est very très bas et il y a surtout énormément de stops à déclencher sur ce marché. Donc j'ai toutes les raisons de penser qu'Apple va se prendre une cartouche mais atomique. Maintenant pour l'instant, il n'en est rien, donc soyez patients. Ce marché-là, malheureusement pour moi, risque de cracher, mais il y a le risque que ça soit racheté dès le début de semaine. C'est-à-dire que là, Wall Street, en fait, ils n'ont pas le choix. S'ils ne veulent pas que le Nasdaq s'effondre, il faut acheter Apple. Le problème, c'est comme je l'ai dit, maintenant, il faut être quand même sérieusement fou pour s'amuser à acheter Apple. Maintenant,
Tant qu'Apple ne va pas casser son support, moi je pense qu'il est bien trop dangereux de s'amuser à prendre des renforts vendeurs sur cette position. Donc c'est ce que je vais surveiller très attentivement cet après-midi. Donc Wall Street sera extrêmement intéressant à regarder. Je veux juste vous montrer une chose sur Apple. Voilà, regardez le volume. Regardez le volume d'Apple. Hein. Pour moi, ça, c'est soit on va vers le cataclysme, mais vraiment le cataclysme. Mais là, je sais qu'Apple, quelque chose va se produire aujourd'hui, c'est clair. Parce qu'un volume très sensible s'est exprimé. C'est le plus gros volume depuis 2 ans sur Apple, qui s'est donc montré vendredi sur une séance qui a ouvert en haut, clôturé tout en bas. C'est pas bon signe du tout. Maintenant, la bougie a clôturé en bas avec un volume extrêmement significatif. Ça peut dire 2 choses. Soit Apple, c'est le crack. C'est terminé, hein, la valeur va perdre 30-40% initialement, puis dead cat bounce, et on ira jusqu'à perdre moins 60 à moins 80% dans les années à venir sur cette valeur, dans le sein d'une structure de crack, avec la première phase donc épidermique du crack, où je vous l'ai dit encore une fois, seuls les spéculateurs comme moi pourront profiter de cette vague, tous les autres vont juste faire tomber la mâchoire et dire « Oh mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ben voilà, hein, comme d'hab, il s'est passé ce qu'un suiveur de tendance ne peut pas anticiper, puisque ce n'est pas son travail. Il se sera passé qu'on est dans une structure de marché très 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 dangereuse, dans un château de cartes, et quand le château de cartes s'effondre, bien évidemment, il n'y a que ceux qui pensent au prochain mouvement qui l'auront pris en compte. Donc à suivre. Affaire à suivre sur Apple. Maintenant, il n'est pas impossible qu'on ait une nouvelle poussée vers la zone, par exemple, $260, 240, 260. De toute façon, les gens là visent les chiffres ronds, hein, ils ne savent pas où aller, donc ils visent simple et débile. Maintenant, on va voir. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas pour Apple, mais ça, très clairement, c'est très intéressant. Et en cas de signal vendeur, c'est un crack qui vient, donc il ne faudra pas hésiter à rentrer. Mais par contre, il ne faudra pas oublier de prendre ses bénéfices aussi. Voilà, donc Tesla, toujours la même structure. Moi, je pense malheureusement que, au final, les choses ne sont pas franchement très glorieuses. Hein. Derrière, Musk pris en train de fumer un pet. C'est des trucs un peu dangereux. On sait qu'il va y avoir des plaintes, on sait qu'il va y avoir des effets collatéraux. Maintenant, attention, on est dans un range, on a des signaux acheteurs. Donc, moi, je garde toujours mes 50% à la vente sur Tesla, parce que je pense qu'on peut sans problème aller chercher la zone des 208. Et si on a des valeurs type Apple et compagnie qui craquent, je vois difficilement comment Tesla pourra s'empêcher d'aller casser son support à 180, donc j'ai toutes les raisons de penser qu'au final on est toujours dans le même cadre, hein, c'est-à-dire en fait le range il est bien là, et qu'on risque de venir là et de glisser juste un peu en dessous pour emmerder les stops, donc je dirais un 180-172 me semble très 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 intéressant sur Tesla, et vous voyez que du coup je ne vais pas m'empêcher de conserver mes ventes dans ce type de scénario là. Donc je reste vendeur sur Tesla, tout simplement parce que si ça doit vriller, je veux clairement en être, et Apple, je risque de renforcer tout ce petit monde. Nvidia, est-ce que je vais la prendre à la vente? La question, c'est ça. Et la réponse est oui. On est bien donc une nouvelle fois, tentative de break, échec du break. Le momentum commence sérieusement à montrer des sérieux signes de faiblesse. Donc là, j'ai toutes les raisons de penser, pareil que ça, si ça attaque les supports, ça va commencer à devenir extrêmement... Waouh. Voilà, ok. Donc là, gros signal de vente en hebdo. Hein, on est bien sur la target des take profit. On commence à avoir le signal de vente. Le momentum est en squeeze. Voilà, ça casse un support. Nvidia, c'est même chose. C'est un marché qui craque, c'est-à-dire moins 45. On va dire dans un premier temps au moins ça, et je pense qu'on glissera sous celui-là. Donc je dirais, hop, voilà, dans un contexte volatile, moins 30 sur Nvidia à venir. Moi, je suis navré, mais c'est clôturé, hein, c'est devant nous. En hebdo, c'est clôturé, il y a un signal de vente, on vient bien de passer un cycle vendeur, on se dirige vers les supports. La cassure de ces supports, c'est un crack. Maintenant, est-ce qu'on va casser les supports? C'est là toute la question. On n'est jamais sûr de rien. Maintenant, moi, c'est clair, Nvidia, je la vends ce lundi matin et je n'hésiterai pas une seule seconde. Dès qu'elle propose le premier tick, Nvidia, c'est vente avec stop au-dessus de la résistance. Maintenant, ça peut échouer. Si ça échoue, il ne faudra pas revendre avant au moins 2 à 3 mois. Mais si ça passe pas, si ça passe, Nvidia, c'est du moins 30%. Donc j'ai envie de dire, risquer 8 pour gagner 30, moi ça m'intéresse, je le prends sans hésiter. Nvidia va rentrer en portefeuille ce lundi matin, ce lundi après-midi, sans hésitation, avec un stop. Évidemment, là il y a une gestion du risque à faire là-dessus, mais je prends ça. Twitter, voilà, normalement ça va être trop tard, eux ils ont déjà, voilà, c'est mort. Donc Twitter c'est dans la poursuite du crack, hein, vous voyez bien, donc le truc, hop, ça continue de s'effondrer. Là en plus on est dans un marché baissier, hein, donc bon... j'ai envie de dire que celle-là, elle va se faire démonter, mais au possible. Mais c'est plus du tout dans un cadre technique prenable à la vente. Mais vous voyez bien, encore une fois, les indices montent
Mais quoi qu'il arrive, il y a tellement de composants de ces indices qui sont baissiers aujourd'hui que ça tient grâce à certaines valeurs. Quand ces valeurs-là vont se retourner, ça va faire mal. Boeing, est-ce que celle-là, je vais la faire rentrer en portefeuille ou pas? Non, bah là, vous voyez, le destin est différent. Là, du coup, c'est le destin qui permet à qui de monter? Au Dow Jones. Eh ben oui. Donc le Dow Jones s'est servi de qui pour aller chercher son sommet historique? De Boeing. Donc c'est magique, mais merci Boeing. De toute façon, Boeing, c'est le plus gros des composants du Dow Jones, donc il n'est pas étonnant que ce soit lui qui ait été utilisé comme vecteur pour faire monter le Dow Jones vers son sommet historique. Je pense que Boeing n'a aucune espèce de raison de se retourner, tout simplement parce que ici on n'est pas du tout donc, dans un schéma en diamant, on ne l'a pas du tout validé, le diamant, pire que ça, on en sort par le haut. Donc je vais toujours, la structure elle est bien, par contre il fallait venir chercher la validation au lieu de venir chercher la cassure haussière. Le marché vient chercher la cassure haussière, donc même si la technique sous-entendait un très fort risque vendeur, le marché a décidé de monter. Laissez-le faire, ce sont des prix toujours plus attractifs. Boeing est une belle bubule comme toutes les autres. Le problème c'est que vous voyez, il lui manquait sa phase de volatilité. Et donc en fait, j'ai dit ici, si on se retourne, c'est le diamant. Parce que c'est la seule structure qui permettrait de déclencher le crack sans avoir eu la préphase volatile. Mais donc, rappelez-vous les étapes pour passer d'un marché en bulle à un marché en crack. Il faut un marché parabolique. Il faut l'étape retour de la volatilité avec du volume, c'est-à-dire retour du volume et volatilité, suit normalement une phase complètement verticale, sans volume, c'est-à-dire que là, moi, je veux voir le marché monter avec un volume complètement anémique, et ensuite, on attend le retour de ce volume avec des prix qui stagnent. C'est-à-dire que là, normalement, vous êtes obligé de laisser monter Boeing, parce que théoriquement, eux, ils peuvent se prendre un plus 15, plus 20, plus 25, 30, on ne sait pas. Là, c'est l'imagination qui va limiter ce marché. Donc, on attend. Comme j'avais placé un stop ici, j'ai toutes les raisons de penser que c'est vers cette zone-là qu'on va se produire. Ça veut dire que si moi j'avais vu ce niveau-là à l'époque, c'est qu'il y a probablement une zone technique qui doit se produire par là. Donc c'est probablement là qu'il va y avoir des ordres en attente. J'ai toutes les raisons de penser que voilà ce qui attend Boeing. En minimum 430, 440. Arrivé ici, on traite cette zone-là. On attend que le volume revienne et que les prix stagnent quelques jours. Et ensuite, moi je tenterai un crack, c'est-à-dire la vente de cette valeur pour venir chercher tout simplement sous les bottoms. C'est-à-dire, une fois arrivé ici, je pense qu'on viendra chuter là, au minimum. Parce que je vous rappelle, dans la phase de crack, on revient et on passe sous la zone de volatilité et on vient chercher le support suivant. Donc vraiment, moi, celui-là, voire celui-là. On peut faire ça, ce sera possible. Moi, je m'arrêterai probablement par là. En tout cas, ici, je commencerai à encaisser des bénéfices. Et donc, voilà le schéma qui sera le mien, à savoir donc une valeur qui va gentiment cracher, mais j'ai toutes les raisons de penser que ça ne se produira pas tout de suite, mais un petit peu plus haut. Voilà, donc ici, une valeur en crack complet, ensuite un dead cat bounce assez rapide, et s'en suivront normalement un schéma de crashing. C'est-à-dire que là, peut-être une structure épaule, tête-épaule un peu sale avant de déclencher le crash complet de la valorisation. Alors on n'ira peut-être pas aussi bas, c'est un schéma, encore une fois, c'est un schéma de valorisation. Voilà, ici la phase panique que vous connaissez, donc qui est une phase un peu verticale. D'accord, normalement, au début c'est très lent, ça accélère fort, ça ralentit, ça purge, ici tout le monde panique, ici c'est la phase espoir, c'est-à-dire ici tout le monde se dit ah chouette on a purgé les cracks, il faut acheter, et ben non, on recommence un bon gros coup, et c'est seulement à la fin de cette dernière vague qu'on peut repasser acheteur. Donc ici bien des bulles, donc laissez bien les cracks se terminer derrière sur ces valeurs-là quand elles auront déclenché. General Electric. On est bien dans le cadre de ce qui était escompté. Deuxième jour de baisse enchaînée sur cette valeur. Ça chute bien. On rajoute, et là on clôture bien tout en bas. On vient chercher les prix très attractifs à long terme. Je m'attends donc ici à un bottom. Je veux deux vagues de baisse, qu'on soit bien d'accord. Celle-là est la première, donc c'est pas celle-là qu'on achète. Si on arrive sur le support, n'achetez pas, ou alors soyez conscient que c'est acheter des petits rebonds. Mais il faut bien faire A, B, C, et c'est quand on aura fait les deux vagues de baisse qu'on achètera soit dans la zone bleue ici, soit dans celle-là. Et ensuite, c'est vraiment là du gros buy and hold, c'est-à-dire que là, je n'hésiterai pas à mettre du 20, 30, 40 000 euros sur un truc comme ça. Bon, non, peut-être pas 40 000 euros, mais je mettrais bien un bon 20 000 euros là-dedans quand même, parce que ça me paraît intéressant d'avoir ce truc-là en portefeuille.
Maintenant, ce sera buy and hold. Je vous dis derrière, c'est soit ça vaut 0, en sachant que General Electric, ça peut jamais valoir 0. On achète une entreprise et là, en fait, on est sur les prix structurels. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes quasiment sur le prix du matos qu'utilise l'entreprise. Donc là, en fait, c'est limite, vous ne pricez aucun profit, vous pricez juste le prix que l'entreprise peut, enfin le prix à laquelle l'entreprise peut être achetée par un concurrent. Tout simplement pour acheter ses machines et ses outils de production. Donc là, en fait, j'ai envie de dire à 10 $ l'action, General Electric, c'est carrément de l'or en barre. J'ai envie de dire, là, vous achetez même pas une entreprise, vous achetez plus ses moyens de production. Donc voilà, on va voir, hein, mais pour un buy and hold, je suis prêt franchement à mettre un bon 20-25 000 € là-dedans, sans hésitation. Mais c'est au regard de la taille de mon capital. Hein. Je vous rappelle, mon capital spéculatif, c'est 50 000 €. Ce n'est pas mon capital réel. Hein. Si je prends tout mon capital, immobilier compris et compagnie, on n'est pas là du tout. Donc mettre 20-25 000 €, ça reste une part très petite de mon capital. Après, je ne suis pas milliardaire non plus. Hein. Ni millionnaire. Hein. D'ailleurs, qu'on soit clair, hein, moi je ne suis pas millionnaire encore. J'espère peut-être le devenir, hein, mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Ok, tout ça c'est fait. Alors on a dit, ah oui, on va regarder le Forex. Alors c'est long aujourd'hui, hein, mais on va regarder le FX. Donc on va les regarder à travers tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Je suis navré, l'émission sera longue aujourd'hui, mais c'est pas une émission où je vous fais beaucoup de blabla pour pas grand chose. C'est juste qu'il y a énormément de choses à dire aujourd'hui. Donc l'euro est sous résistance. Et évidemment, tout le monde a tendance à penser, comme d'hab, que quand on est sous résistance, ça va casser. Hein. C'est toujours l'erreur classique de la plupart des gens, à savoir, on est dans un marché en range, mais tout le monde pense qu'on va sortir du range, alors que il n'y a rien qui indique qu'on va le faire. Donc l'euro sous résistance, est-ce qu'on va réussir à passer? Moi j'ai toutes les raisons de penser que non. Les sommets sont divergents sur le momentum, on vient de terminer un joli cycle acheteur, l'oscillateur est prêt à croiser au sud, on voit bien un sine wave cyclique en face de tout ça, donc tout invite à penser qu'on est dans des cycles de marché et qu'on vient de terminer un cycle haussier divergent sous résistance, toutes les raisons pour moi de penser donc de revenir dire bonjour à notre ami le support et la bande de Bollinger Basse, c'est-à-dire toutes les probabilités d'inscrire un range, bien plus que d'inscrire une tendance. Donc sur l'euro, la tendance sera haussière, la structure et le contexte pour moi sont donc range haussier. Je favorise les achats dans ce marché, donc je ne m'amuserai pas à vendre l'euro ici. Mais l'acheter en cassure, c'est d'une imbécilité absolument flagrante. Donc faites attention à ne pas acheter l'euro tout de suite. Vous le vendez si vous voulez, mais c'est une vente de haut de range, c'est-à-dire que c'est contre la tendance majeure et il faudra être conscient que vous ne vendez que des pullbacks. Donc l'euro, quand il arrive là, il ne faudra pas hésiter. Il faudra que vos ventes soient complètement encaissées et il faudra passer sur des achats. La différence, c'est que les ventes que vous prenez là ont un horizon de temps limité. Les achats que vous prendrez là auront toutes les raisons de faire les cassures techniques derrière. Donc, il faut rester à la recherche d'achats sur l'euro selon moi, mais pour l'instant, ce n'est pas possible et on est en train de former des ranges, donc toutes les raisons de penser que ces marchés vont trouver des ventes très rapidement cette semaine. Sur la partie dollar, c'est évidemment l'opposé, c'est-à-dire que pour moi sur la partie dollar, là par contre on est prêt, on est mature à baisser, mais est-ce que nécessairement c'est l'euro le seul catalyseur? Non. Et si le dollar baisse et qu'il ne baisse pas grâce à la hausse de l'euro, alors qui peut bien faire baisser le dollar? Je vous pose la question en sachant que je connais déjà la réponse et que j'espère que vous l'avez aussi. Si vous ne l'avez pas, sachez que les devises principales sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le triptyque euro, dollar et yen, ce qui veut dire que si le dollar ne baisse pas à cause de la hausse de l'euro, c'est probablement parce qu'il baissera à cause de la hausse du yen. Et oui, donc le troisième de notre triptyque, le JXY, qui comme par hasard est sur support, comme par hasard a terminé son vendredi en hausse sur ce support et que tout le monde pense que le yen est baissier, eh bien moi j'ai toutes les raisons de penser que le yen est bien le troisième luron de notre équation, qui est en fait notre inconnu et la solution à cette équation, à savoir donc comment peut-on avoir un dollar baissier avec un euro neutre? Eh bien tout simplement parce que soit l'euro est déjà haussier, et dans ce cas-là je me trompe, et soit le yen sera la devise la plus haussière, et d'un point de vue technique, je suis navré, j'ai ici affaire à un marché haussier, alors que sur l'euro, j'ai affaire à un marché, sur l'euro, j'ai affaire à un marché qui est pour moi toujours un petit peu plus neutre que ne l'est notre cher ami le yen. Donc, soit je me plante, qu'on soit bien d'accord, ici on est bien sur un choix à faire, un choix un choix rationnel.
C'est pas une certitude, très loin de ça, je ne sais pas. Si ça se trouve, le marché du yen est extrêmement baissier et le marché de l'euro est extrêmement haussier, ce qui fait que le dollar va juste être un peu entre les deux. Mais il faut bien comprendre que pour moi, le destin se définit comment positionne-t-on son portefeuille par rapport à ces trois devises majeures. Pour moi, il est clair et net, j'ai pris mon choix. Moi, je reste neutre euro, baissier dollar, haussier yen, c'est-à-dire ça ne peut donner qu'une seule chose, des effondrements de valorisation indicielle. C'est clair, ça ne peut être qu'en faveur de baisse indicielle, soit imminente, soit à venir, mais en tout cas d'un pricing très clair, très net, et d'un positionnement très risqué, enfin très risk-off des portefeuilles. Si on fait ça, c'est sûr, dans les prochains mois, on a une baisse indicielle qui arrive derrière. Et je vous dis, ça risque d'être déclenché par des chutes de valorisation sur Apple, Tesla, toutes celles que vous connaissez. Donc, si c'est ça qui se produit, normalement, tous mes scénarios vont se déclencher d'un coup. Wall Street va commencer à se péter la gueule, les grosses valorisations vont tomber d'ailleurs d'abord, puis les autres suivront. Seconde option, tout tient, ça rachète. Dans ce cas-là, le yen risque d'être vendu. Et dans ce cas-là, l'euro recherché pour faire baisser notre ami le dollar. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement me faire démonter sur l'euro-yen. C'est-à-dire qu'il y a bien un risque sur l'euro-yen. Par contre, j'ai l'impression que le risque, malheureusement, c'est que tout le monde se plante sur l'euro-yen. Ça a l'air haussier, alors que c'est baissier. Et malheureusement, c'est un contre-pied qui se mettrait donc en place sur cette paire. Donc pour moi, l'euro-yen, c'est la paire du moment, la paire à comprendre, la paire à trouver, à savoir que tout se passe ici. On est sur du 61% de retracement Fibo. Pour moi, l'euro-yen, ici, soit il fait le plus haut hebdomadaire, c'est terminé, hein, c'est-à-dire en gros, ici, il fait le plus haut de ce qu'il a à faire. La semaine prochaine, on termine tout en bas. C'est-à-dire, soit là, on est en train de faire le point haut de l'euro-yen, on ne cassera jamais cette résistance. Pire que ça, on va s'attaquer à la baisse et on terminera la semaine ici, c'est-à-dire à 130, 129, voire même encore plus bas. Je vous rappelle que les clôtures en haut sur l'euro-yen, c'est un grand classique et ça ne nous avait pas empêché à l'époque de faire ce magnifique avalement baissier. Et j'ai toutes les raisons de penser que c'est ce qui nous attend cette semaine, que en fait c'est juste tellement téléphoné comme stratégie que je me demande comment les autres font pour ne pas la voir venir. Donc pour moi, si on est dans un marché baissier, c'est-à-dire ça a tout d'un marché haussier, mais c'est un marché baissier, c'est ce qu'on appelle un marché qui va prendre un contre-pied. Si le marché prend un contre-pied, j'ai toutes les raisons de penser qu'à la fin de la semaine, on est au moins ici, c'est-à-dire 128,95. J'aime autant vous dire que ceux qui ont acheté l'euro-yen sur cassure, ils vont la sentir passer, celle-là. Donc voilà, moi je vous le dis, je vous le dis juste comme ça. L'euro-yen, je le garde à la vente en portefeuille tout simplement parce que je sens l'enfume. Mais je la sens, mais depuis des semaines, qu'on est en train de se faire enfumer, que ça monte, mais que c'est de la grosse enfume. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont mes objectifs et jusqu'où je suis prêt à prendre le risque d'avoir tort. D'accord ? Comme d'habitude, pas de certitude. Je peux très bien avoir tort et c'est très important de bien comprendre ça. Si je me plante sur l'euro-yen, jusqu'où je suis prêt à aller par rapport aux gains que je peux escompter. Donc, comme pour moi, je suis obligé de trouver un cadre technique. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai fait mon choix de contexte. Pour moi, mon contexte, c'est donc un marché où je ne cherche que des ventes et je cherche des ventes en contre-pied. C'est-à-dire que je vais renforcer au moment où mes opposants vont gentiment se faire stopper. Donc là, la question, c'est de savoir où est-ce que je renforce. Pour moi, c'est clair, c'est là. C'est ici que... alors, il n'y aura pas une target là. Hein, voilà. Ici, c'est le moment où je vais renforcer comme un gros saligo. C'est le moment où, au contraire, je vais passer en validation. Voilà. Donc ici, pour moi, ce sera validation et des premiers renforts vendeurs, tout simplement parce que c'est là que mes amis acheteurs vont déclencher leur stop. Donc là, ici, c'est là où il faut vendre, parce que c'est ici que tous les acheteurs vont se faire prendre à contre-pied. C'est là que le marché, évidemment, va continuer à s'effondrer. Je pense que la vague A ira sans grande peine chercher ce support-là. On va baisser en deux vagues. Hein. C'est vraiment, pour moi, la structure est exactement la même que celle d'ici. C'est-à-dire que ce qui nous attend, c'est un ABC peut-être un petit peu plus rapide, mais il ne faudra pas non plus imaginer un marché qui va partir en ligne droite. Je pense que la première vague ici va être très dangereuse, parce que c'est une vague en contre-pied. C'est un peu comme celle-là. Ici, imaginez-vous le nombre de gens qui voyaient l'euro-yen comme étant un marché haussier. Ici, évidemment, ils l'ont bien senti souffrir, enfin ils l'ont bien senti passer et ils sont bien souffert. Je pense que cette fois, comme on est dans la deuxième phase de baisse, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Donc ici, ça va être ça baisse, on racle les stops et bam, on enfonce tout le monde, plus personne n'achète l'euro-yen, on vient chercher des supports moyen-long terme. Et ici, on a bien un bon support moyen-long terme à venir tester. Donc j'ai toutes les raisons de penser que c'est dans cette zone-là qu'on va aller, et on peut même glisser sous le support. Ça ne me surprendrait absolument pas. Ce que je vise, c'est normalement ce qu'on appelle une extension, donc 100-127 de ce marché-là ici, c'est-à-dire je prends ma vague X là,
hop, et je vais y mettre mon extension, et normalement, je vise 100 à 127% de ce marché. Et comme de par hasard, ce sont des zones qu'on a identifiées, c'est-à-dire la zone qui se trouve sous les 120 sur l'euro-yen, où carrément on vient chercher ce support-là, qui est ici. En fait, il y a des vendeurs qui ont été piégés ici. D'accord ? Vous voyez bien, hop, tentative de break, ça rachète et on invalide avec une structure de sortie vendeuse. Donc ici, il y a bien eu un support très fort qui s'est constitué, et ça ne me surprendrait pas qu'on vienne le chercher. Donc c'est soit on s'arrête sur la zone technique 100% de consolidation, et en fait, si vous regardez, si vous dézoomez ce marché, ce n'est pas un marché haussier l'euro-yen, c'est un marché en range, c'est un triangle. D'accord ? On comprime, les creux et sommets à moyen long terme, en hebdomadaire, sont en compression. Est-ce que vous avez envie d'acheter ici ou vous avez envie d'acheter là ? Moi, je vous réponds très franchement, pour moi, la réponse est claire, c'est ici qu'il faut acheter. Si vous voulez acheter de l'euro-yen, ça se fait sur le bas du triangle, et j'ai toutes les raisons de penser qu'on va aller un peu plus bas pour emmerder le monde. Donc, moi, honnêtement, l'euro-yen, c'est 120, 117, 116, ça s'achète. Et je serai le premier à acheter l'euro-yen par là, parce que je trouve ça assez intéressant. Mais en attendant, si vous achetez là, ça fait très très cher pour un euro-yen. Surtout si le marché s'apprête à vous prendre un contre-pied pour venir ici. Donc, vous le faites comme vous voulez. Moi, l'euro-yen, je le garde comme ça à la vente, mais je ne suis pas prêt non plus à supporter jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, je resterai vendeur euro-yen. Par contre, si je dois placer mon stop ici, je ne peux clairement pas le monétiser. Je dois avoir un prix de revient moyen de l'euro-yen par là, moi, maintenant. Donc on va le quantifier. Donc voilà, c'est-à-dire que là j'ai spéculé très agressivement et j'ai pas un très bon prix et j'ai déjà pris des pertes. Voilà. Alors par contre, ce ne sont des pertes, ce sont que des gains reperdus. Je vous rappelle qu'ici sur l'euro-yen, je me suis quand même pris un bon 20-25% de capital. Donc je peux m'amuser à prendre des pertes spéculatives, c'est pas très grave. Donc on va dire le stop ici c'est 4%. Le problème c'est que comme j'ai du levier, ça fait pas, 4% c'est clairement intenable. Avec un levier 3 sur l'euro-yen, ça fait 12% de perte, c'est hors contexte complètement. Donc si je dois aller là-haut, il faut réduire le levier, c'est clair. C'est-à-dire que là, je dois repasser sur un levier de 1 pour supporter ce truc-là, si jamais on doit aller jusque là-haut. Donc je vais me décider ce début de semaine, est-ce que je réduis de nouveau mon levier en prenant une nouvelle perte sur l'euro-yen, ou bien tout simplement je maintiens mon levier actuel, qui est un levier proche de 3, et évidemment si on vient là, je vais repasser 4, qu'on soit bien d'accord, c'est 4 ici immédiatement, et dès qu'on casse les supports, je passerai levier max. Donc c'est bien toujours pareil, si ça pète et que ça part en contre-pied, je vais prendre à une grosse gain. C'est-à-dire que vous prenez un prix moyen ici, vous allez chercher là et vous multipliez ça par 5. Donc ok, je risque peut-être de me prendre un bon gros gadin à 5, 6, 7% de perte. Par contre, si ça passe, je prends 30% de gain aussi. Donc toujours pareil, il faut bien voir les deux côtés de la face, enfin les deux côtés de la pièce. Si vous avez simplement une projection de vos trades dans la perte, non, vous n'êtes pas un trader. Moi, je me projette dans le gain, et puis, qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour espérer ce gain? Donc voilà, risquer 7% de capital, je le fais très rarement, et là, je le fais uniquement parce que j'ai déjà pris 25% sur ce trade. Donc je vais juste rendre des gains si ça venait à arriver, mais par contre, je ne me laisserai pas hors d'une gestion du risque. Donc si on va invalider le plus haut de la semaine passée, très clairement pour moi, l'euro-yen, il va falloir réduire le levier et passer à un levier de 1. Maintenant, est-ce que je vais le faire si on va juste chatouiller le plus haut de la semaine passée? Non, je vais le faire un petit peu plus haut, c'est-à-dire que je vais être très franc avec vous. Je pense que pour moi, c'est si on atteint la zone des 134, je suis obligé de réduire mon levier. Voilà. Si on atteint 134, je réduis. Le problème, c'est, vous voyez, là ce matin, on a un signal d'achat. On va voir s'il y a le momentum. Il y a le momentum. Regardez-moi le volume, c'est anémique, il n'y a que dalle. Donc attention, quand on a ça, ok, si vous êtes acheteur, c'est un signal d'achat. Il n'y a pas de problème, vous le prenez. Maintenant, je vous ai toujours dit, dans le marché, il faut avoir un biais. Il faut choisir son camp. Pour moi, le camp est clair. Ça, c'est de l'enfumage complet d'un marché qui n'est pas haussier, d'un marché qui est baissier, mais qui vous donne toutes les raisons de penser qu'il est haussier et qui donc, s'il se retourne, va vous foutre un énorme contre-pied. Maintenant, pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois des doubles signaux acheteurs, mais je ne les vois pas suivis de volume. Donc on va voir comment ça se passe. Si aujourd'hui ce signal acheteur casse le résistance, va chercher les résistances suivantes, moi clairement ici, je suis obligé de sortir du cash pour pouvoir mettre mon stop à 136, 137. Mais à ce prix-là, clairement, c'est une perte qu'il faut prendre sèche et revenir sur des leviers spéculatifs. Il sera impossible de tenir ce scénario-là avec des leviers si on s'amuse à faire telle chose.
Donc qu'on passe marginalement ici, juste pour déclencher quelques stops, et que derrière on rebaisse en contre-pied, je suis franchement pas, je ne serais pas surpris. Maintenant, on est sur une zone technique très importante, qui est donc le retracement Fibonacci 61%. J'ai toutes les raisons de penser que si on doit s'arrêter en ce début de semaine, c'est ici qu'on va s'arrêter. Là, clairement, sur le niveau technique. En gros, on le déborde en fin de semaine, le jeudi, et le vendredi, boum, on invalide. Parce que ouais, en daily, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu clôturer là jeudi, vendredi, on déborde, et ça ne tient pas, et pire, vendredi, on est venu clôturer tout en bas. Donc on peut très bien revenir tester et rejeter le niveau dès ce lundi, ce qui fait qu'en fait, là, on a fait toute la phase de hausse de la semaine, et je m'attends donc, par contre, à ce qu'on parte à la baisse derrière. C'est ça que j'attends. Je m'attends à ce qu'ici, on y passe peut-être 1 à 2 jours, mais qu'on ne franchisse pas le 61%, et que d'un coup, ça vrille, et on parte très rapidement au sud. Donc des ranges, mais si je ne me plante pas, pour moi, cette semaine, ça sent le roussi. C'est-à-dire que s'il y a le moindre catalyseur baissier qui arrive, ça va faire très mal. Donc c'est pour ça qu'on va se diriger immédiatement vers le calendrier économique et regarder ce qui nous attend cette semaine. Ça, c'est ce qui est prévisible, c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire c'est ce qui est marqué dans les calendriers et c'est ce qui peut faire dérouiller le marché. Maintenant, j'ai toutes les raisons de penser que ça viendra totalement hors de ça, c'est-à-dire un truc inattendu, inespéré, qui va complètement faire imploser la gestion du risque. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, on a eu la politique monétaire au yen. Encore une fois, c'est très important, je l'ai dit qu'il fallait bien comprendre toute cette triptyque autour des devises, puisque c'est pour moi le positionnement du risque sur les devises qui va définir le futur de nos amis les actions, et qui définira franchement le futur d'un peu tout, puisque là on attend la mise en place du swing de ce début d'année. Là, cette semaine est une semaine qui me semble concentrer un niveau de risque très élevé quant à la probabilité de voir le joli scénario haussier, faiblement volatile, limpide de Wall Street. Je le vois bien partir en fumée cette semaine. Maintenant, attention, s'il n'y a rien qui se passe, toutes les raisons mènent à penser qu'au contraire, il y a un timing risqué. Si le risque arrive, tout implose. Si le risque n'arrive pas, malheureusement, vous savez comment ça fonctionne. Quand on a des vendeurs dans un marché et que on attend un risque qui n'arrive pas, en général, le marché, boum, fait carrément là un contre-pied acheteur et on ira acheter tous les indices à Wall Street. Donc là, on est conscient qu'il y a un risque, ça se protège. Maintenant, si le risque n'arrive pas, soyez conscient que tout le pognon va sortir des protections, c'est-à-dire du gold et compagnie, et iront se mettre dans les indices pour faire toujours un peu plus de performance. Très court-termiste, hein. C'est-à-dire le pognon rentrera dans les indices pour 1 à 2 semaines et puis il sortira aussi vite. Mais en attendant, on aura monté les valorisations. On va avoir du NZD, donc on va aller regarder la UDNZD, mais voilà, on a la Fed cette semaine. Vous avez bien compris le truc, donc tout tourne autour de la Fed. Mercredi, c'est la grosse journée, on va avoir des positionnements spéculatifs en amont, et en gros, le marché va attendre d'avoir un soutien monétaire de la Fed. Alors pas un soutien monétaire de la Fed, mais entre guillemets, on va attendre un discours de la Fed, puisqu'on a une hausse de taux, hein. Là c'est clair, on va avoir probablement une hausse de taux à la Fed, puisque on attend sans problème normalement donc un passage de nouvelle hausse de taux de 0,25. Donc normalement on devrait passer à 2,25, c'est-à-dire comme je vous ai dit, le moment où malheureusement le marché repo va lui également s'installer au-dessus des 2% et que ça va commencer à devenir très tendu pour la spéculation de court terme. Donc on attend la hausse de taux. Moi je pense que c'est ce qui va faire, c'est ce qui signe la fin du marché haussier. C'est la hausse de taux de trop, celle qui met fin à la spéculation de court terme, en tout cas qui lui ferme des portes. Donc on va voir si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Si j'ai eu tort, encore une fois, je ne suis pas un débile, moi je ne viens pas pour cacher mes torts et mes erreurs. Si je me suis planté et que Wall Street vient à ajouter 4 à 5%, c'est un scénario qui est également dans les tuyaux. Le problème c'est que moi je préférerais clairement que juste ça implose et qu'on prenne un max de pognon avant la fin de l'année. Comme ça je pourrais clôturer mon année 2018 avec des gains historiques. Si jamais malheureusement ça ne se produit pas, ça restera une année très moyenne, mais pas du tout une mauvaise année. Voilà. Allez, on va regarder donc la UDNZD pour terminer, et puis je pense que ce sera tout pour cette semaine. Je vous fais une émission longue parce que en plus de ça, là je vous parlerai probablement plus avant la semaine prochaine. Donc voilà, la UDNZD, ça essaie de se reprendre ce matin. Encore une fois, ça ne parvient pas à franchir les supports et on a des catalyseurs NZD qui arrivent. C'est-à-dire que malgré les reprises baissières de la semaine dernière qui sont dues au NZD, qu'on voit quoi? Hop là, take profit sur le momentum. C'est-à-dire que malgré un momentum baissier, malgré une tentative de breakout, c'est-à-dire la possibilité pour le prix de casser les cycles à la baisse. Donc là, c'est tout, c'est parfait. Pour un vendeur, tout est là.
Donc, si tous les éléments sont en faveur des ventes et que le marché ne parvient pas à casser les supports, ça veut dire quoi? Je vous ai toujours dit de faire très attention. Dans le marché, il y a l'indication technique qui donne une probabilité de mouvement des prix via deux actions non corrélées, c'est-à-dire les cycles et le momentum, qui peuvent tout à fait réagir de façon différente. Vous pouvez très bien avoir un momentum baissier et des cycles baissiers et des cycles haussiers. Vous savez que ça arrive très souvent, des patterns de cycles haussières dans un momentum baissier, et ça favorise justement la création de range ou des breakouts. Là, on est dans le cas où tout est baissier et les prix ne baissent pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les catalyseurs des UT supérieurs sont haussières. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que là, le biais que vous devez prendre dans ce marché est le biais que j'ai pris moi, c'est-à-dire un biais de marché haussier. Voilà pourquoi ça ne baisse pas, tout simplement parce qu'ici, il y a des acheteurs de plus long terme qui sont plus forts, qui soutiennent ce marché à la hausse. Et pourquoi? Tout simplement parce que la UDNZD, c'était un range, mais on est en train de préparer des tendances dedans, tout simplement parce qu'ici on a fait 3 vagues de hausse. Si on n'en avait fait que 2, je ne serais pas du tout dans ce système de confiance. Pour moi, ici, on a créé les prémices d'une tendance haussière qui va s'exprimer dans les prochaines semaines et les prochains mois. La UDNZD, je vous rappelle que ce n'est pas un scénario avec un timing précis, où je ne vous ai pas dit on va arriver fin 2019 à tel et tel prix. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'horizon 2020, on devrait plutôt être vers les 1,24 que vers les 1,09. Donc, il est clair et net que moi, c'est ces zones-là, 1,22, que je vise à moyen à long terme. Je ne sais pas quand on va avoir la phase épidermique, c'est-à-dire la phase extrêmement tendancielle. Tout ce que je sais, c'est que je veux en être, parce que le moment où on va casser la zone des 1,12, il se passera que dalle avant la zone des 1,18, ce qui fait que 1,12, 1,18, ça fait un 4-5% de swing où il n'y aura pas un seul vendeur dans le marché. Donc ici, je vais pouvoir être levier, mais de dingue. Et j'ai bien l'intention de tirer un maximum de profit de cette portion de prix de 5% qui ne verra que des acheteurs. Voilà. C'est ça le scénario à UDNZD. Donc encore une fois, quel est l'objectif? L'objectif est énorme. Sur ce scénario-là, je vais probablement récupérer un 50% de gain. C'est le plus gros scénario Forex que j'ai jamais mis en place. Par contre, évidemment, il y a un niveau de risque qui est associé. Ce qui est génial pour l'instant, c'est que la UDNZD, je suis en gain et je ne peux pas faire autrement parce que malgré les renforts, j'ai un prix de revient unitaire qui se trouve sous les supports. Maintenant, la question, elle est clairement, est-ce que je suis prêt à prendre un risque de perte là-dessus? La réponse est non. C'est pour ça qu'ici, je vous ai dit, je fais très attention sur ce support parce que mon prix de revient unitaire n'est pas non plus extrêmement loin et il est hors de question que je laisse ce trade passer en négatif. Ce que je vois, c'est que ce marché, pour l'instant, est plutôt soutenu. Ça ne parvient pas à basculer sous les 61% de retracement, ce qui est pour moi un très bon signe et preuve, encore une fois, d'une tendance haussière. Je veux voir maintenant ces prix se réaffecter. Je vous ai dit, plus on avance, plus le champ des possibles pour le marché se réduit. C'est-à-dire, plus ma confiance dans la réalisation d'un scénario ou d'un tel, plus les possibilités de mouvement de prix se réduisent. Là, pour moi, il ne reste plus qu'une possibilité, c'est la vague 5 étendue. C'est-à-dire que pour moi, c'est le prochain mouvement haussier qui, normalement, va permettre le franchissement des résistances, l'accélération des prix, la sortie des canaux et les atteintes de premiers objectifs, probablement vers les 1,18. Donc, c'est pour ça que j'étais fermement haussier sur la UDNZD. Maintenant, je veux un signal de prix très clair. Je veux que cette semaine, ça réagisse. Et pour moi, il n'y a pas de confirmation tant qu'on ne vient pas rechercher les indices. Là, si on revient les chercher, je ne vois pas comment ça ne pourrait ne pas céder. Et cette fois, je pense, sera la bonne. Voilà. On a fait le tour, les taux et on termine puisqu'il n'y avait que ça qu'on n'a pas encore fait. Donc les taux, je reste à l'achat bien entendu. Pour moi, quoi qu'il arrive en zone euro, c'est direction au moins 0,70 d'ici octobre et ça va aller de plus en plus vite. Ici, je m'attends à une tendance un peu parabolisante sur la fin. Et surtout, à terme, je pense qu'on se dirige bien plus vers la zone des 1,30, 1,50 que vers les 1. Donc j'ai tendance à penser que les taux, c'est le trade de la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, haussier, baissier sur les actions, dans tous les cas, la BCE n'a plus le choix, elle doit sortir de son QE, ce qui veut dire que les taux en zone euro doivent malheureusement se recadrer. Et les taux allemands sont ceux qui ont été les moins tendus, c'est ceux qui ont bénéficié le plus de l'effet QE, c'est ceux qui, selon moi, se prendront le plus gros rattrapage à la sortie de ce dernier. Pour l'instant, ça traîne la papate, mais j'ai toutes les raisons de penser que malheureusement,
c'est terminé, c'est game over, on n'a plus rien à faire dans cette zone-là. Les jours sont comptés, je vous rappelle qu'à cette date-là, il n'y a plus de QE. Enfin, il tire jusqu'à décembre, hein, jusqu'à fin décembre. Voilà, à cette date-là, il n'y a plus d'argent, et à cette date-là, le taux à 10 ans allemand se situe plutôt là. Donc vous vous démerdez de mettre les vagues comme vous voulez. Normalement, on atterrit là en janvier, quoi qu'il arrive. Je regarde si on n'a pas oublié un truc. Ah oui, gold. On n'a pas fait l'analyse sur le gold. Voilà, donc toujours pareil. Le schéma pour moi est mature, c'est-à-dire que nous avons bien les triples contacts sur le sommet, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, la structure de consolidation est terminée, dans le sens où nous avons donc fait A, B, C, D, E. Ok, et que pour moi, ici, c'est terminé. Donc normalement, ici, on a terminé la vague A. Pardon, ici, la vague B ici, la vague C là, la vague D là, la vague E ici. Mais normalement, elle doit se faire en 2 vagues, quoi qu'on est déjà en train de se taper un exit. Donc j'ai toutes les raisons de penser quand même qu'on ira peut-être un petit peu plus loin ici. Alors bon, vous mettez ça comme vous voulez en termes de structure de prix, mais moi, tout ce qui m'importe ici, c'est qu'effectivement, on a un triple contact sur la résistance. Ça prend toute la forme de ce qu'on appelle donc un triangle rectangle. Et un triangle rectangle précède toujours une vague étendue. C'est-à-dire que si là on est bien dans un marché haussier, la prochaine fois qu'on vient chercher la résistance, c'est tout le monde achète et c'est explosion des prix. Donc encore une fois, ça corrobore toujours le même scénario, que cette semaine, les pressions sont au plus haut niveau historique depuis des semaines. C'est-à-dire que là, il y a tout ce qu'il faut pour que ça implose. Maintenant, attention, toutes les raisons techniques laisse toutes les portes ouvertes pour que le pognon se barre littéralement des actions et aille là où c'est tout indiqué, à savoir, on va vendre le dollar, donc c'est-à-dire la masse monétaire en dollars diminue, c'est-à-dire tout le pognon se barre de Wall Street, ce que je vous dis depuis des semaines, alors que tout avait afflué là-bas pendant des mois. Tout va se barrer d'un coup pour aller au même endroit, c'est-à-dire tous les actifs refuges, yen, gold, francs suisses, tout ce que vous voulez, obligataires, voilà, tout le pognon va aller là-bas. C'est très clair. Maintenant, on n'ira pas acheter de l'obligataire européen parce qu'il rapporte que dalle. C'est pour ça qu'on risque très probablement de voir un afflux sur l'obligataire américain et de voir enfin ce spread à la con. On a quand même, vous vous rendez compte, il y a 250 points de base de différentiel entre un 10 ans allemand et un 10 ans US. C'est pas normal, ça n'est pas possible. Donc, il est clair et net qu'ici, il y a un différentiel de taux qui est injustifié. Et qui très clairement, pour moi, va se réduire dans le temps. Le but du marché, c'est d'anticiper la réduction de ce truc-là, et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le marché ne veut rien anticiper, on veut laisser cet écart qui est historique et qui est anormal, qui provient à la fois d'une énorme erreur de la BCE, d'un énorme retard dans l'assouplissement, enfin dans la fin de l'assouplissement de la politique monétaire, là où la Fed, pour moi, a fait un très bon boulot, la BCE, elle a 2 ans de retard, c'est clair. Pour moi, là, on a 2 ans de retard en Europe, et il vaudrait mieux que ça crise pas demain, parce qu'on est bien dans la merde. Nous, on n'a aucune marge de manœuvre, ou en tout cas, il va falloir rehausser les taux très très vite, ce qui accentuera de facto encore plus les risques sur le crédit. Donc j'attends patiemment, mais là moi ce que j'ai en face de moi c'est juste absolument cataclysmique, c'est-à-dire je pense toujours une phase de range un petit peu plus grande que ça, encore quelques jours de range possible, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'urgence là d'appuyer sur les boutons, je pense que ce n'est pas nécessairement aujourd'hui que tout va s'effondrer, mais là probablement dans les jours à venir, un gros contre-pied possible à venir sur l'euro-yen. Maintenant je vous dis, attention, c'était prévu, et il est normal que vous voyez tous les suiveurs de tendance acheter l'euro-yen pour l'instant. Moi, j'en parlais avec mon pote Sylvain Le Ganadin, là, qui me faisait tout un speech ce week-end sur « mais t'es fou, arrête de vendre l'euro-yen et compagnie ». Je lui dis « ok, achète-le si tu veux, ça m'étonne pas, tu fais ton job, moi je fais le mien et tu verras que par contre, si j'ai raison, toi tu vas pas le voir venir et je trouve ça même rassurant que tu le vois pas venir, puisque ça me conforte dans l'idée que si ça se produit, ce sera violent, catalysé, complètement surprenant, à savoir donc tous les suiveurs de tendance vont se faire racler en même temps, et moi c'est ce pognon là que j'ai bien l'intention de récupérer. Voilà. Allez, on a fini, donc soyez sages. Ah oui, on va faire un petit tour du côté des indices chinois. Donc vous voyez un Shanghai Composite, moi j'ai préféré le sortir là, bon ils se sont quand même offert un 2,50 de RAB le lendemain, mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est férié, et c'était pas férié au Hang Seng, et vous voyez que le Hang Seng a intégralement effacé la séance de vendredi pour clôturer plus bas, ce qui veut dire que notre ami Shanghai Composite va très probablement nous faire la même dans les prochains jours. Donc vous voyez que j'ai bien fait de récupérer mon cash. Donc
patience, hein, mais voilà, pour moi, là, ça sent le crachat de capital sur les actions, hein, ce qui est normal. Maintenant, ne vous attendez pas non plus à des baisses cataclysmiques en Chine, puisque la Chine a déjà pricé ses risques. Donc, la matérialisation de ces risques sur les prix aura beaucoup moins d'importance qu'elle ne pourra l'avoir sur des marchés qui ne l'ont absolument pas pricé, comme le S&P 500 et le Nasdaq en particulier. Le Dow Jones, je pense, peut être lissé à court terme par l'effet Boeing, qui pour moi est une action haussière, qui a une vague de tendance très forte à matérialiser, ce qui fait que, en fait, je vais faire un truc complètement fou. C'est-à-dire que cette semaine, je vais probablement vendre Nvidia, vendre Apple, vendre Tesla, mais je vais probablement acheter Boeing. Alors ça, vous allez me dire, il est fou le mec, il est complètement fou. Et ouais, je pense que c'est fou, mais je vais m'en servir juste comme un hedge. Parce que là, mon portefeuille, il est extrêmement orienté risque. Si je me plante, ça va me coûter assez cher. Donc, tant qu'à faire, j'aimerais bien prendre un gain pour couvrir l'intégralité de ces pertes. Et je pense que si scénario haussier il y a, tout le pognon va affluer chez Boeing. Donc, il est clair que je vais acheter un peu de Boeing. Parce que si c'est un scénario haussier, c'est Boeing qui va probablement prendre 20-25% en quelques semaines. Par contre, si ça tombe, elle tombera comme les autres. Donc je préfère prendre une perte Boeing et un contre-pied sur Boeing, mais voir toutes les autres actions me procurer des gains énormes à côté, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je vais peut-être prendre ça tout simplement pour pondérer un peu mon exposition en termes de portefeuille, puisque je suis très clairement polarisé vers le risque. Vous le savez, depuis des semaines, tout le monde me dit « Phil, arrête de vendre, Phil ceci, Phil cela ». Je n'écoute jamais les autres, l'histoire m'a toujours pour l'instant prouvé que j'avais raison de faire ça, c'est-à-dire d'appliquer bêtement et pratiquement, d'appliquer stupidement ma stratégie, que ça a toujours fonctionné, quoi qu'il arrive, et qu'il n'est qu'une question de patience et de gestion du risque. Au final, on a toujours raison tôt ou tard, il suffit juste de se laisser suffisamment de temps et de laisser suffisamment de place au prix pour vous donner raison. Ceux qui ont tort sont ceux qui généralement veulent structurer le marché de façon très précise, et en gros, il faut que ça se passe comme ça, et ça va se passer comme ça. Les plus grands perdants dans les marchés sont ceux qui ont les plus grandes certitudes, les plus grands gagnants sont ceux qui malheureusement sont les plus agressifs, mais qui gèrent le risque dans l'agressivité. Ça je le sais, j'étudie les profils de traders. Hein, voilà. Vous avez ceux qui veulent cadrer le marché, mais qui attendent d'être dans un cadre très spécifique, les suiveurs de tendance, prennent très peu de risques, mais eux ils veulent vraiment cadrer le marché, donc il faut être dans un marché très simple, qui leur donnera raison assez souvent, mais malheureusement, quand ils se plantent, ça coûte assez cher. C'est la chose que vous connaissez. Voilà. Un suiveur de tendance, ça gagne peu d'argent parce que ça fait souvent des gains, mais une seule perte peut effacer plusieurs gains. C'est carrément l'inverse pour un spéculateur. Un spéculateur agressif, moi, je vous dis, un seul gain, ça efface mais une dizaine ou une quinzaine de pertes d'un coup. Donc, la perte, j'ai pas le même rapport avec la perte que n'aura un suiveur de tendance. Moi, la perte, je m'en fous, ça fait vraiment partie du jeu. Et c'est pas une mauvaise chose, la perte. La perte, c'est simplement que tu n'as pas trouvé le timing. Mais est-ce que ça t'empêche d'essayer la fois suivante ? Non, mais clairement pas. Et c'est pas grave, il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. Moi, j'essaie de vous faire comprendre ça parce qu'ici, je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme ça qu'il faut trader et pas autrement. Juste en train de vous... Moi, je vous apprends mon métier. Mon job ici, c'est pas de vous imposer une vérité et de vous dire que les autres ont tort. Moi, j'essaie de vous faire comprendre la vérité de tout le monde. Je comprends très bien la stratégie d'un suiveur de tendance. Moi, j'essaie de vous faire comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau d'un trader spéculatif. Je ne cherche pas à avoir raison, je m'en fous. C'est pas une bataille de quéquette que je fais avec Sylvain sur l'euro-yen. C'est juste que lui, il a sa vision de suiveur de tendance. Moi, j'ai ma vision de spéculateur. Je sais que j'aurai raison au bout d'un moment. Je sais juste pas quand. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc patience, sur l'euro-yen, ça risque quand même de rebaisser à un moment donné, mais c'est peut-être pas ici, et le marché risque éventuellement d'aller chercher au-delà de 134, et ce problème c'est que comme je ne peux pas supporter ce risque-là, je vais devoir éventuellement ajuster mon exposition en cas de dérive jusqu'à ces zones de prix, mais je ne changerai en aucun cas mon biais de marché sur l'euro-yen. Que ce soit bien clair, je ne rechercherai que des ventes sur ce marché et je jouerai tous les timings vendeurs. Maintenant, pour l'instant, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas un timing vendeur, sauf si on prend les acheteurs à contre-pied. Et là, je vous garantis, je n'hésiterai pas à y aller comme un cochon si je vois que le marché s'amuse à prendre les acheteurs à l'envers.
Voilà, vous savez tout. Donc cette semaine, à surveiller l'AUD NZD, donc avec les catalyseurs australiens qui, je l'espère, pourraient venir enfin pondérer les catalyseurs néo-zélandais de la semaine passée qui ont causé ce pullback, mais qui n'ont pas réussi à faire casser les supports. Donc par contre, si l'AUD vient à décevoir maintenant, alors que le NZD a surpris positivement la semaine dernière, là c'est cataclysme et il faudra évidemment sortir de levier sur l'AUD NZD pour ne pas que ce trade passe en perte avec le levier qu'il y a dessus. Donc c'est à surveiller cette semaine. J'aimerais que l'AUD montre une vraie force et si c'est le cas, et ben dans ce cas-là, on devrait sans problème franchir les résistances sur l'AUD NZD et donc des nouveaux renforts et un levier max à venir sur cette paire. Je veux toujours voir le dollar rester très faible, voire franchir des supports, mais je veux le voir surtout franchir des supports sur l'USD Yen. C'est-à-dire que là, pour moi, le scénario de cette semaine, l'USD Yen, il est dans la zone rouge, il a tout ce qu'il faut, je veux le voir s'effondrer. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien qui m'invite à le penser. Donc, je veux voir les prix se retourner. Tant que les prix ici ne valident rien, je ne peux donc rien faire sur l'euro-yen, sur l'USD Yen. Donc, l'USD Yen, il n'y a pas de signaux, c'est très très chiant. Mais ici, on voit bien qu'on a fait un squeeze, on tente de squeezer au nord. Ici, tout comme sur l'euro-yen, je veux voir un marché qui prend un contre-pied. C'est-à-dire, en gros, ici, tout le monde on fait croire à tout le monde que c'est haussier, ça ne l'est pas, et d'un coup, boum, ça devient extrêmement baissier. C'est ça que je veux voir. Donc là, il n'y a pas de possibilité sur ce marché de trader tant qu'on ne revient pas traverser la zone de nœud. Voilà. Pour moi, ici, il y a un sell en breakout qui va se mettre en place pour prendre à contre-pied tous les acheteurs. Et là, derrière, c'est un marché qui tombe en ligne droite. Mais je vous dis, pour ça, il faut un changement de polarité. C'est-à-dire qu'il faudra probablement un catalyseur. Soit il faut que la bulle Apple explose. Et je vous dis, dans ce cas-là, ça ne nécessitera aucun catalyseur. Il suffit qu'Apple fasse moins 5, moins 6 sur une journée de trading. C'est game over derrière. On risque d'enfiler moins 20 dans les prochains jours. Donc soit l'éclatement de la bulle Apple, ça peut suffire pour faire complètement exploser toutes les gestions indicielles, toutes les gestions passives. Parce qu'il y a du Apple dans tous les ETF aujourd'hui, donc toutes les gestions passives, elles détiennent du Apple. Donc si Apple fait moins 20, toutes les gestions passives passent dans le rouge, tous ceux qui étaient à l'achat vont voir le risque imploser dans les gestions indicielles, donc ils vont être obligés de gérer ce risque, c'est-à-dire d'acheter du yen, d'acheter du gold et de se barrer de là aussi vite que possible pour éviter que les clients vous tapent dessus quand ils vont se prendre une perte conséquente. Donc voilà, le principe c'est ça. Maintenant, attention, tant que la musique continue de jouer à Wall Street, je vous ai dit qu'il ne fallait pas lutter contre ça, à savoir donc faites attention. Wall Street veut clairement que la musique continue de rouler et que tant que ça ne s'éteint pas, il n'y aura pas cette prise en contre-pied. Il y a le risque que ça se produise cette semaine, c'est clair et net pour moi. Mais attention, si ça achète du Apple dès ce début de semaine et que toutes les GAFAM sont achetées, eh ben, ça va juste être haussier. Et dans ce cas-là, moi, s'il y en a une que je veux acheter, c'est simplement Boeing. Boeing et éventuellement, dans ce cas-là, laisser filer toutes les autres. Ne pas vendre Apple. Je ne les achèterai pas, celles-là. Mais je suis prêt à les laisser filer. Voilà. Question. Alors... est lié à la clôture des futurs. Ok, oui, c'est vrai, il y en a qui m'ont dit ça, c'est vrai, d'accord. Alors, tu peux internet de donation en crypto, perso... non, j'aime pas cet aspect, la tip jar et compagnie. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez me remercier absolument avec quelque chose qui est de la valeur, m'envoyez pas vos bitcoins, envoyez-moi un mail, je vous donnerai mon adresse, et vous m'envoyez un truc qui a de la valeur pour vous. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais je préfère, si vous voulez, que vous m'envoyiez quelque chose de tangible, de physique, plutôt qu'un truc impalpable comme des bitcoins ou Dieu sait quoi que vous voudriez m'envoyer. Si vous voulez absolument m'envoyer un truc, réfléchissez à quelque chose qui a de la valeur pour vous, envoyez-le. Voilà. C'est pas nécessairement quelque chose qui a une valeur financière. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Envoyez juste quelque chose qui pour vous fait du sens. Et je préfère ça que de m'envoyer un petit virement Bitcoin qui vous aura pris 20 secondes. Et voilà, votre argent, j'en ai pas besoin, encore une fois. Sinon, je te dirais oui immédiatement, je te donnerai mon adresse Bitcoin. Et voilà. Je sais, c'est fou. Ça peut paraître très fou pour la plupart des gens. Mais j'ai vraiment pas besoin de votre argent. Et c'est pas une posture commerciale que je vous fais. C'est réellement ça. Je veux dire,
Si je faisais du deux poids deux mesures tout le temps, non, il faut bien que vous vous rendiez compte que j'ai toujours le même discours. C'est parce que je vous bullshit pas, point barre. C'est vraiment ce que je pense. Et ceux qui m'ont rencontré à Paris, je pense qu'ils ont bien compris que je suis vraiment comme ça dans la vie aussi. Hein, donc, je vous bullshit pas comparé à beaucoup d'autres qui sont là pour vous balancer leur merde à la gueule longtemps et vous vendre leurs produits. Moi, je m'en fous. Voilà. Donc, ton pognon, tu le gardes ou tu vas le dépenser dans quelque chose que tu m'enverras par la poste. Voilà. Alors, jamais on ne trade avec le log. Peux-tu rappeler pourquoi? Alors, parce que le logarithme, ça sert toujours à une chose. Ça sert en fait à lisser un mouvement de prix anormal. Voilà. Le logarithme, j'ai toujours dit en fait, dès que quelque chose devient logarithmique, c'est que ça va très mal finir, que ce soit dans les marchés, dans la vie. Voilà. Le logarithme, c'est une projection humaine qui n'a aucune réalité physique. Le logarithme n'existe nulle part dans la nature ou alors de façon très structurée, c'est-à-dire finie. Le logarithme, vous l'avez dans certaines choses, comme par exemple ce qu'on appelle le chou de Romanesco. Voilà, tu as un schéma logarithmique dedans, mais il est d'une structure très très grave, c'est au sein d'une structure qui, elle, n'est pas logarithmique. C'est-à-dire que ton chou de Romanesco, il a ses petites spirales, mais il a un nombre fini de spirales dans sa structure de végétale qui fait que, en fait, ton chou de Romanesco, il ne grandit pas de façon exponentielle. Ces structures à l'intérieur sont exponentielles, mais elles sont au sein d'une structure finie qui, elle, ne l'est pas. Donc c'est pour ça que ça, c'est un truc qui arrive à garder un certain équilibre, même s'il est composé de phases logarithmiques. Mais c'est tout, tu vois, mis à part ce truc-là, le logarithme n'existe pas dans la vie. Tout ce qui est logarithmique est détruit derrière. C'est-à-dire que la hausse logarithmique est détruite derrière par une baisse qui est tout aussi exponentielle. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Le logarithme, on ne trade pas avec ça parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans le marché. Et on ne lisse pas une courbe logarithmique, on sait juste qu'on a affaire à une bulle et qu'elle va exploser. C'est la seule chose. Si tu regardes un graphique et tu dis je dois avoir recours au log pour voir ce graphique, faux. C'est que ça, il faut tout de suite le catalyser comme une bulle. Par contre, moi la dernière fois, je ne sais pas, mais j'ai dû utiliser le logarithme pour voir des cycles. Parce qu'effectivement, là c'est important pour voir les cycles. Parce que des fois, l'aspect logarithmique d'une valeur est tellement énorme que tu vois même plus du coup les premiers cycles qui ont composé la hausse de ce marché. Tout simplement parce qu'en fait, c'est tellement écrasé par les valeurs récentes et l'exponentiarisation des prix que effectivement, tu vois plus rien de ce qui s'est passé sur des petites portions de prix très faibles à l'époque. Ça m'a probablement servi à ça. Mais je mets le log, mais c'est tout. Je le mets pour voir ces cycles, clairement pas pour essayer de cacher un marché haussier, quoi. Enfin, un marché en bulle. Préfère le log. Fais ce que tu veux. Moi, je te dis clairement non et non et non. Alors, Phil, peut-on sur TradingView scanner avec ProSignWave, genre filtrer tous les signaux? Je comprends pas ta question. Un scanner ProSignWave. Alors, j'ai tendance à penser qu'un jour, TradingView va le faire. C'est-à-dire que TradingView, en fait, le fait déjà aujourd'hui sous une certaine forme, c'est-à-dire le screener. Voilà. Tu vois, par exemple, ici, tu as le crypto screener, tu as d'autres trucs, là, je crois que tu as d'autres trucs, tu n'as pas que crypto. Voilà, tu as crypto screener, forex screener, stock screener, et je pense qu'un jour, tu auras un screener perso. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourras choisir, à mon avis, de mettre ta liste d'actifs là, c'est-à-dire de choisir ta watchlist comme entrée. Au lieu d'avoir le choix entre les cryptos, les machins, les bidules, tu pourras mettre un screener perso. Et je pense et j'espère qu'un jour TradingView aura l'intelligence de vous laisser choisir vos propres indicateurs là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourras, et je l'espère, à terme, ajouter ici un filtre, tu vois, ou dans lequel tu pourras utiliser peut-être tes indicateurs perso. Et là, ce sera génial. Parce que là, par exemple, tu pourras effectivement mettre ton script Sinewave ou ton script Momentum. Et ici, au lieu de regarder le plus haut, le plus bas et le change, tu pourras avoir Sinewave, Momentum. Et là, pour le coup, ce sera très intéressant. Parce qu'en fait, je pourrais vous faire un screener.indicators où là, on pourra screener la valeur de tous les indicateurs sans avoir à les passer un par un. Mais je te vois venir tout de suite, parce que évidemment, je vous connais, comme je vous connais quand même depuis le temps. Je sais déjà quelle est la prochaine étape. Une fois que tu scannes avec les indicateurs, quel va être le procédé de pensée la plupart d'entre vous? Vous allez dire, du coup, on va automatiser la stratégie et on va trader automatiquement, sans réfléchir, et on va gagner du pognon facile.
bon sang, j'essaie de vous éduquer à comprendre que rien n'est facile dans le trading et que le trading automatique est une hérésie et une vue de l'esprit complètement faussée qui là encore ne fonctionne pas du tout. Quand vous voyez des robots qui gagnent du pognon, c'est du bullshit. C'est soit ces robots gagnent très peu d'argent de façon régulière, ok, et ça produit 5, 10 par an, maximum 5-10%. L'inflation, c'est déjà 2%. Donc imaginez que si votre robot gagne 5%, il fait juste 2 fois l'inflation. Donc il ne vous rapporte pas grand-chose. Et par contre, il y a toujours un risque associé. Quand vous mettez de l'argent dans le marché, il y a toujours un risque qui est associé. Donc pour gagner 5%, vous prenez un risque pour gagner pas grand-chose de plus que l'inflation. Et j'ai même envie de dire que pour gagner 5%, putain, il vaut mieux acheter un indice après une récession, ne pas y toucher pendant 8 ans, vous gagnerez beaucoup plus. De façon très pragmatique. Vaut mieux ça, faire tourner un robot qui gagne un peu tous les jours, ou vraiment voilà, attendre une récession, mettre tout votre capital dans l'achat d'un indice, un indice bien pondéré, hein, comme le S&P 500. En gros, là, vous attendez la prochaine récession, vous foutez tout votre pognon, ou une grosse partie de votre pognon à acheter du S&P 500, et vous le laissez monter pendant 8 ans. Vous gagnerez beaucoup plus que d'avoir laissé tourner un robot qui va faire du 5-10% par an, parce que ces robots-là, effectivement, eux, ils n'auront pas trop de risque de vous faire perdre votre capital, mais il y a toujours un risque, puisqu'il sera exposé au marché. Et face à ça, après, vous avez tout plein d'autres robots. Alors là, j'en vois passer plein en ce moment, je ne donnerai pas de nom, hein, mais des robots qui vendent des gains mirobolants tous les jours. J'aimerais bien voir l'equity curve sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Moi, ce genre de robots, j'en ai vu passer, mais tellement, si vous saviez, je les ai tous vus finir de la même façon. Ils ont tous ruiné intégralement le compte de ceux qui les utilisaient, c'est-à-dire 100% de perte. La BNS, des flash crash sur le FTSE, sur le GBP USD, des trucs comme ça. Des événements tellement exogènes que la gestion du risque ne peut pas vous amener à y penser. Ils sont imprévisibles. Il suffit que ce jour-là, votre robot il ait décidé qu'il fallait acheter l'USD CNH ou l'euro CNH, l'euro CHF. Bam, voilà, le marché s'écroule. Vous n'étiez pas là pour rationaliser le marché et il n'y avait pas votre intervention humaine. Vous avez laissé un robot prendre toutes les décisions. Quand vous faites ça, ça finit toujours mal. Ça peut prendre 3 ans. Vous pouvez gagner pendant 3 ans. Mais si pendant 3 ans, vous réinvestissez systématiquement les gains, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, vous le remettez, vous le réinvestissez, le jour où vous perdez 100%, vous effacez 3 ans de gains. Je vous laisse rêveur, je vous laisse penser à ça, mais encore une fois, est-ce que vous préférez vous accrocher à vos rêves stupides d'argent facile et automatisé, ou est-ce que vous comprendrez peut-être un jour que ce que je vous baragouine depuis des mois n'est peut-être pas que du bullshit, et que je sais peut-être de quoi je parle, que le trading algorithmique, il n'existe pas pour les particuliers. Parce que ce n'est pas à votre portée. Le trading algorithmique sans risque, il se fait au niveau du market maker. Ce sont des algorithmes qui valent des centaines de milliers de dollars et ce n'est pas vous, petit particulier, qui allez y avoir accès. Donc, on oublie le trading algorithmique, s'il vous plaît. Par contre, et je vous l'ai dit, là, il y a un créneau à jouer. C'est ce qu'on appelle le trading semi-automatisé, qui consiste à automatiser certaines tâches dans lesquels un robot sera meilleur que vous. Mais vous êtes indispensable dans le processus. Il faut bien que vous compreniez ça. Trading semi-automatique, je vous dis un grand oui. Trading 100% automatique, je vous dis, vous allez juste perdre votre pognon, tôt ou tard, même si ça prend du temps, même si avant ça, vous allez rêver à des gains mirobolants et miroiter tout ce que vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui permettent de gagner de l'argent en trading algorithmique, puisque la plupart du temps, l'appât du gain va tout simplement vous mener à votre ruine à terme, mais c'est qu'une question de temps. Putain, 1h36, ça va être long ce matin. Alors, on continue. Quelles sont les différentes targets de vente sur le Ripple, soit pour TP, soit pour tout sortir et racheter plus bas? J'ai répondu tout à l'heure, c'est déjà fait dans cette chose-là. Le maintien du cours BTC malgré le fort volume de vente, ça ne date pas d'aujourd'hui. En 8, c'était déjà flagrant avec les volumes plus hauts que maintenant. Vous étiez pour autant encre parler d'une descente presque inévitable. Oui, tout à fait. Ah, mais il n'y a aucun problème, Stéphane. J'ai commis une erreur à ce moment-là. En plus, j'ai pris un stop. Qu'on soit bien d'accord. Moi, quand je prends un stop, c'est que j'ai commis une erreur. Je l'accepte. Il y a des gens qui vont te dire « Non, j'ai pas fait d'erreur, je suis parfait. » Moi, j'ai commis quelques erreurs sur le Bitcoin. La première de celles-ci, alors rappelez-vous, moi, le Bitcoin, à quel moment j'ai pris des stops? Là, j'ai acheté par là.
et je me suis fait stopper ici. Et la deuxième erreur a été là. Voilà, ici clairement, moi j'étais là et je m'étais dit on va enfoncer le support et je viserai effectivement peut-être cette zone 5003, 5004, voire directement plus bas. Mais à cette époque-là, je visais pas encore les 3000, hein. Je m'étais dit on va juste glisser sous le support parce que comme on est dans un marché baissier, bah pour moi ici on doit quand même casser le support. Bah ici très étrangement on a fait ce triangle et bam, rect. Mais à ce moment-là j'ai commis une erreur et je vous l'ai dit, j'aurais aimé m'en rendre compte de cette erreur tout simplement parce qu'elle était prévisible et que j'ai juste mal fait mon job. Ça m'arrive vraiment hein, de faire des erreurs, celle-là il n'y a aucun problème, je n'essaie pas de m'en extirper, ça a été une erreur. Une erreur mais manifeste. Hein. Je l'ai vu après, et j'ai même vu après les éléments que j'aurais dû voir pour ne pas être pris la main, pour ne pas être bloqué. Parce qu'ici, en fait, on avait un taux de vendeurs absolument hallucinant sur un support. Ici, tout le monde était vendeur, tous les particuliers vendaient, et les prix ne baissaient pas. On était sur un support, tu vois, regarde, hop, il n'y avait aucun volume, et pourtant, il y avait une demande vendeuse stratosphérique avec des leviers. Tu vois, c'était les shorteux sur Bitfinex qui shortaient avec levier un support qui n'avait pas encore cédé, ça n'a pas raté, bam, 15% de hausse dans une journée, short squeeze, et moi le premier, je me suis fait baiser dans ce même schéma-là. J'ai commis une vraie erreur à ce moment-là, une vraie grosse erreur, et j'ai été d'une stupidité affligeante parce que j'aurais pu et j'aurais dû prendre ce gain. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans un crash, ce qu'on trade, c'est avant tout la psychologie. Moi ici, j'ai mis la technique avant la psychologie, c'est-à-dire que j'aurais dû me rendre compte que tout le monde vendait ce support et qu'on allait très probablement du coup l'acheter. Et ici, j'aurais pu prendre ce gain. Et au lieu de ça, je me suis pris une perte ici. Voilà. Mais j'ai vraiment commis une erreur. Aucun doute là-dessus. Aucun doute. Oui, alors Ripple, voilà. Hein. Pour la demande de formation, la partie éducation du site babypips.com est excellente si tu parles. Ok, bah très bien. Juste par curiosité, tu es trader depuis combien de temps et comment t'en es venu à te dire je vais être trader? Alors je n'ai pas le temps de te répondre là-dessus et de te faire toute l'historique. Je vais répondre à ça parce que ça prend 2 secondes. Ça doit faire 8 ans et des poussières. Je compte pas les jours, hein, je te cache pas. Mais ça fait à peu près ça. Ça doit faire un peu plus de 8 ans maintenant. La dernière fois que je m'étais posé la question, je me disais je me rapproche de mes 8 ans. Là aujourd'hui je dois y être ou les avoir légèrement dépassés. Voilà. Merci, voilà, ok. Mais comment j'en suis venu à me dire que je vais être trader? Bon, voilà, c'est une longue histoire. Tu regardais plus en profondeur Chesapeake? Oui, on en avait parlé. Le problème, c'est que pour l'instant, je ne sais pas trop sous quelle forme je vais le faire. Voilà. Mais très probablement, je vais attendre d'avoir le timing General Electric et j'achèterai les deux en même temps. Et General Electric, pour l'instant, me laisse à penser qu'il y a encore une possibilité de baisser un peu pendant quelques jours. Donc pourquoi pas attendre un peu encore. Ton commentaire est passé en spam potentiel. Ah bah je sais pas. Je sais pas, c'est pas moi. Après, je sais pas si les utilisateurs peuvent suggérer un spamming. Sinon, t'as qu'à le reposter, hein, ou tu m'envoies un mail. Voilà, messieurs, j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite donc une agréable semaine. Je vous promets certainement pas de faire une émission vendredi. J'essaierai de le faire si j'ai la capacité de. Sinon, je ne m'engage en rien et je vous en ferai donc plus avant le le lundi 9 octobre, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et bah du coup je vous dis bye bye et à bientôt et peut-être à vendredi et sinon donc je salue ceux que je rencontrerai sur Genève et ses alentours dans les prochains jours ou ceux que je verrai sur Malte la semaine d'après et nous ben voilà, comme je vous dis, on se retrouvera là. S'il y a des choses importantes qui se passent, j'essaierai quand même de passer sur Twitter. C'est vrai que là j'ai pas été très cool avec vous l'autre jour sur le Ripple. J'aurais dû franchement passer sur Twitter vous dire ce que j'ai fait, mais on était bien trop occupé à boire des coups sur Paris, donc j'avoue je vous ai un peu oublié. C'est pas cool, normalement je vous oublie pas dans ces cadres là, mais il me semble que de toute façon comme j'étais avec les membres du Discord, j'ai fort à raison de penser qu'ils sont venus vous partager mon sentiment peu de temps après. Donc j'imagine que quoi qu'il arrive, vous savez ce que j'ai fait parce qu'ils vous l'ont probablement dit une fois qu'on s'est quitté. Voilà. Mais donc j'espère en tout cas qu'ils vous ont relayé mon sentiment de marché. D'ailleurs, ils m'ont vu réagir eux en direct.
Ouais, vous pourrez leur demander comment ça se passe du coup dans la tête d'un trader, puisqu'ils m'ont vu, et je vous dis c'est très rare en fait qu'on trouve les timings où vous allez me voir trader, parce que comme je trade très peu, les moments d'action en trading sont très disparates dans le temps, et très rarement en fait quelqu'un va me voir trader. Les seuls qui me voient trader, c'est Pascal de temps en temps, vous là par exemple l'autre jour, et je vous assure, je sais ça peut paraître extrêmement surprenant, mais c'est là où vous verrez effectivement le fait que la différence entre le moment où on apprend à trader, où on est vraiment soumis à des émotions, et où effectivement quand on va appuyer sur un bouton, on a le palpitant qui s'emballe. Voilà, moi c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas, et je pense que les autres l'ont vu l'autre jour, puisque quand je suis allé prendre mes profits sur le Ripple, j'étais pas plus excité que ça, voire même pas du tout. Donc allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne semaine pour de bon, et bye bye.